machine tourne à près de 1000 mètres à la minute comparativement à 600 mètres à la minute pour les laminoirs plus anciens. Cette machine-là est beaucoup plus rapide là, que les autres machines. On a 15 de plus là, de gain sur la vitesse, ce qui fait là, c'est la machine la plus rapide qu'on a ici. Un laminoir sert à aplatir une tige d'aluminium pour en faire une bande à épaisseur variable. Le produit sert essentiellement à enrober les fils électriques d'une gaine protectrice. 80% de la production sera expédiée aux États-Unis, où les compagnies de matériaux électriques remplacent de plus en plus l'acier par de la bande d'aluminium pour recouvrir leurs fils électriques. Les électriciens aiment ça, c'est moins dur à poser. Pour un meilleur contrôle de la qualité, la câblerie a complètement informatisé sa machine. Dans les années 80, un laminoir du genre coûtait $1 million. Aujourd'hui, ce supplément de technologie a fait tripler le prix. On a mis là, beaucoup de technologie informatique pour avoir là, beaucoup d'informations en ce qui concerne les températures, les débits de liquide, ce qui pour nous autres va être un gain dans le futur là, si on veut en designer une nouvelle. Le laminoir crée une dizaine d'emplois et dès l'an prochain, une nouvelle machine doit voir le jour pour donner du travail à autant de monde. Eddie Verbeek, TVA, Shawinigan. Le corps de l'homme qui s'est enfoncé avec sa motoneige mardi dans la rivière Saint-Maurice a été retrouvé hier. Il s'agit de Fernand Brousseau, 55 ans, de Latuc. L'incident est survenu à plus de 60 km au nord de Latuc, à la hauteur du réservoir blanc. La victime retournait à son domicile qu'elle avait quitté pourtant sans problème le matin. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le 376-8884. Vous êtes de l'extérieur? Alors composez sans frais le 1-888-380-8080. Vous pouvez également utiliser le télécopieur 376-5697. Une association qui a comme priorité de défendre ses membres avant de défendre le public qui dépose des plaintes contre ses membres. C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez nous rejoindre tout de suite au 1-888-751-3473. Tout de suite, on a une histoire d'un homme qui, lui, en a gros sur le cœur contre son notaire. Vous savez, quand on hérite, il faut, la plupart du temps, faire affaire avec un notaire pour régler les questions de la succession. Dans ce cas-ci, Alain Laforêt, le monsieur que vous avez rencontré, trouve que le notaire s'est donné en héritage, en quelque sorte, de très gros honoraires, des honoraires qui ne coïncident pas avec le travail effectué selon les prétentions du client. Monsieur Pierre Boutin de Terrebonne-Gaétan en a gros sur le cœur, effectivement, pour une affaire de succession qui concerne sa tante. La notaire Paul Mackay de Verdun refuse de justifier ses honoraires établis à plus de 17 000 $ pour une succession d'environ 550 000 $. Elle se cache derrière le fait que 2 des 3 exécuteurs testamentaires ont accepté sa facture. Ce qui est le cas, il ne faut pas le nier, mais ces 2 exécuteurs testamentaires-là, qui sont des amis de la dame, de la défunte, ont reçu 5 000 $ chacun et ils disent, eux, que l'affaire est clos. M. Boutin, lui, qui en a gros sur le cœur, affirme qu'il doit payer la facture parce que c'est lui et sa mère qui sont les 2 héritiers principaux. Qui reçoivent la balance de l'héritage. Qui reçoivent la balance de l'héritage. Les personnes qui reçoivent 5 000 $ chacune, que ça coûte 17 000, 27 000, 48 000 de notaire, ça leur en donne pas plus, ça leur en donne pas moins, mais M. Boutin et sa mère, eux, vont en recevoir moins parce que le notaire coûte cher. Mais ce qui l'offusque le plus, Gaétan, M. Boutin, c'est que jamais, dit-il, on a établi les modalités de paiement avant d'ouvrir un dossier pour liquider cette succession. On va l'écouter. On arrive avec un montant de 20 000 $, c'est sûr qu'on trouve ça exorbitant. Compte tenu du fait que la notaire se paie elle-même et nous donne le reste de l'argent. Quand vous dites qu'elle se paie elle-même, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire qu'on est allé chercher les 2 chèques restants, puis qu'on ne pouvait pas ni contester de la facture, on ne pouvait pas absolument rien faire. Là. Elle vous a remis une facture, elle? Oui, mais pas à ce moment-là. Et c'est cette facture-là que vous avez reçue, là? Exactement. Okay. Et il n'y avait pas plus de détails, là? Non, il n'y a pas de détails. Si c'est un tarif horaire, il faut le savoir avant de partir et pas après. Si c'est un pourcentage ou un forfait, il faut le savoir avant, pas après. Si le client le reçoit après puis il dit, bon, c'est quoi ça, 17 964? Bon, bien là, à ce moment-là, il a le droit d'avoir toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires. Est-ce qu'il les a ici? Il semble que non. Est-ce que le notaire a le droit de se réfugier derrière le fait qu'il a la majorité des exécuteurs testamentaires qui ont accepté cette facture-là une fois avoir été placé devant le fait accompli, une fois qu'on leur a dit, voilà, ça coûte 17 000 $, non pas avant
le début de la succession. Bien, chose certaine, c'est que s'il y a 3 liquidateurs, normalement, à moins qu'un liquidateur ait donné le mandat aux autres de le représenter, je pense que ça aurait été normal que tout le monde sache où est-ce qu'ils s'en vont avant, puis qu'après, ce soit clair. Il ne faut pas que ce soit des attrapes, il faut que ce soit clair. Est-ce que la notaire est obligée de présenter un inventaire successoral? Et en quoi ça consiste, un inventaire successoral? Bon, la loi nous oblige dans toutes les successions, OK, si on ne veut pas être responsable personnellement des dettes de la personne décédée, donc de faire un inventaire. L'inventaire, il est obligatoire. Est-ce qu'un notaire peut se payer sans avoir avisé ses clients? Non, impossible. S'il le fait, il transgresse le code de déontologie. Le notaire n'a pas le droit de se payer à même le compte en fidéicommis, à moins qu'il soit autorisé par les clients. Donc ça aussi, c'est très clair. Est-ce qu'il peut se payer et dire au client, voici, ça coûte ça, et évidemment, dans le cas qui nous intéresse, il a obtenu l'autorisation de 2 des exécuteurs, une fois avoir présenté sa facture? Ben non, c'est qu'il doit pas se payer d'abord puis demander l'autorisation après. Il doit demander l'autorisation d'abord, l'obtenir et se payer après. Ça prenait toujours du temps. D'ailleurs, le testament est déjà réglé à l'heure qui est là, compte tenu que ça a pris 16 mois à régler ce testament-là dans lequel il n'y a aucun terrain et aucun immeuble. Puis on reçoit encore des T5 ici, qui ne devraient pas être. Parce qu'à l'heure qui est là, il est censé d'avoir eu 2 rapports d'impôts qui ont été faits, puis là, on paie encore des impôts sur des T5 qu'on reçoit. Fait que, cherchez l'erreur. Est-ce que vous avez fait une plainte? J'ai fait une plainte à la Chambre des notaires, mais ça l'a comme stagné, ça n'a pas bougé. On me demandait l'appui d'un autre exécuteur, mais les autres exécuteurs, les 2 autres exécuteurs n'ont pas d'affaires là-dedans, c'est parce que ce ne sont pas eux qui payaient la facture. C'est ma mère et moi qui payaient la facture. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que j'espère? Avoir un remboursement, parce que je trouve que le prix est vraiment, je trouve que c'est arnaqué. Continue. C'est là? Oui. Moi, je suis ici. Non, je ne veux pas voir de Kodak. Vous êtes qui, vous? Je ne veux pas voir de Kodak, je veux parler à vous autres. Oui, mais vous êtes qui? Je peux savoir qui vous êtes? Julien Macaire. Et vous êtes par rapport à... Vous êtes notaire, vous, ici? Oui. Vous êtes notaire? Oui. Moi, je veux parler à Mme Paul Macaire, qui est notaire. Je ne veux pas vous parler pour l'instant. Pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? C'est en discussion. Qu'est-ce qui est en discussion? Alors, finalement, la notaire n'a pas voulu vous parler. Vous avez parlé avec Maître Julien Macaire, qui est au même bureau qu'elle. Qu'est-ce qu'il vous a dit là-dessus? Bon, c'est le frère de Paul Macaire, la notaire qui est en cause. C'est l'ex-président de la Chambre des notaires. À plusieurs reprises, il nous a dit que le dossier est en discussion à la Chambre des notaires. Pourtant, M. Boutin est incapable d'avoir de l'information sur cette fameuse facture pour savoir pourquoi on a chargé 17 500 $. On nous a dit à plusieurs reprises que 2 des 3 exécuteurs testamentaires avaient accepté la facture et que pour justifier cette facture-là, il fallait que les 2 autres exécuteurs testamentaires se présentent et disent qu'ils réclamaient la conciliation devant la Chambre des notaires. On nous a avoué également qu'on avait chargé 200 $ l'heure pour faire la liquidation de cette succession-là, ce qui peut être tout à fait normal, mais on nous a souligné également que le montant de la succession, 550 000 $, était un indicateur du montant que pouvait charger le notaire pour effectuer les travaux. Autrement dit, même si ça avait pris le même temps, mais que la succession avait été de 100 000 au lieu de 550 000, ça aurait peut-être été moins cher. Bien, si on fait un petit calcul, Gaétan, et c'est comme ça, parce qu'il y a certains notaires qui vont charger à pourcentage. Faites un petit calcul dans ce dossier-là. Une succession de 550 000 $ à 3,5-4 % comme charge certaines fiducies lorsqu'ils liquident des successions, vous allez arriver à peu près à un montant de 17 000 $. Donc, on peut présumer que dans ce cas-là, on a liquidé cette succession-là à pourcentage plutôt qu'à taux horaire. Mais le notaire Macaire, lorsqu'on l'a rencontré, Julien Macaire, le frère de la notaire qui est impliquée dans le dossier, nous a bien dit qu'il avait chargé à 200 $ l'heure. Et lorsqu'on lui a demandé, est-ce que vous êtes prêt à nous justifier le nombre d'heures que vous avez fait, parce que dans la facture que vous avez remise à M. Boutin, ce n'est pas inscrit à nulle part. On nous a dit, on ne nous l'a pas demandé. Pourtant, M. Boutin, en octobre dernier, a fait une demande très claire à la Chambre des notaires de conciliation pour se faire expliquer ces frais-là. Bien, on va aller voir avec la Chambre des notaires où en est ce dossier. Notre invité est le président de la Chambre des notaires,
Maître Denis Marcellet. Maître Marcellet, est-ce que finalement le dossier est en discussion, comme le dit le notaire Mackay à la Chambre des notaires? Est-ce qu'on va essayer de trouver un règlement qui satisfasse et le notaire et M. Boutin qui se plaint du travail du professionnel? D'ailleurs, effectivement, il y a eu une présentation de M. Boutin à la Chambre des notaires au service de conciliation de comptes. C'est un service qui est offert pour le public lorsque le public est insatisfait des honoraires chargés par un notaire. Alors, M. Boutin a effectivement présenté une demande de conciliation de comptes. Cette demande-là a été analysée et, comme M. Laforêt l'expliquait tantôt, dû au fait que dans le cadre de cette succession-là, il existait 3 liquidateurs et que c'était la volonté expresse du testateur. C'est le testateur. Le notaire est guidé par le testament. Et à l'intérieur du testament, c'était prévu qu'il était, pour exécuter la succession, pour exécuter le règlement de la succession, il y avait 3 exécuteurs testamentaires de nommer et les décisions se prenaient à la majorité. Alors, M. Boutin est présentant une demande de conciliation de comptes. On a spécifié à M. Boutin d'aller demander à une des 2 liquidatrices d'obtenir une autorisation pour justement qu'on puisse analyser l'état du dossier et la facture. Mais si les 2 liquidatrices ne veulent pas collaborer, parce qu'on l'a vu, elles ont reçu 5 000 $, alors que la facture soit 17 000 ou de 100 000 ou de 7 000, ça ne change rien. À ce moment-là, M. Boutin est face à une impasse. Écoutez, il y a une chose qui est bien claire, le notaire ne peut pas outrepasser ce que le testateur a bien voulu. Et le notaire doit absolument exécuter les volontés du testateur. Oui, mais s'il y a Je comprends le désarroi de M. Boutin, mais le notaire, lui, a un testament qui doit faire respecter. Et le testateur, la raison pour laquelle ils ont nommé 3 liquidateurs ou liquidatrices, ça le concerne. En quoi ça nuirait, en quoi ça dérogerait aux volontés du défunt que le notaire donne à M. Boutin le détail des heures qu'il a faites sur ce dossier-là? Écoutez, pour qu'on puisse être saisi d'un dossier de conciliation, il faut que la partie intéressée puisse avoir le pouvoir légal de nous saisir. Et le client, dans le cadre de règlement d'une succession, le découillot, c'est toujours représenté par les liquidateurs. Alors, les liquidateurs, comme les dispositions du testament spécifiaient clairement que les décisions se prennent à la majorité, bien, la majorité des liquidateurs dans le dossier étaient d'accord avec les honoraires, étaient d'accord avec le mandat que le notaire en question a exécuté. Écoutez, le problème se situe, à mon avis, beaucoup plus entre les liquidateurs qu'entre le notaire, la Chambre des notaires et M. Boutin. Attention. Je pense que M. Boutin aurait intérêt à discuter avec les 2 autres liquidateurs pour faire en sorte de trouver un arrangement possible. Attention, Maître Marcellet, parce que est-ce que la notaire n'aurait pas dû lui dire à l'avance combien ça allait coûter? Écoutez, est-ce que c'est pas une règle dans votre profession? Absolument. Et donc là, vous me dites, là, parce que vous me disiez tantôt que le problème, il est entre les 3 qui ont réglé le testament, puis que le notaire de la Chambre des notaires n'avait rien à voir. Là, vous me dites tout de suite qu'il y a un acte dérogatoire. C'est-à-dire que la notaire aurait dû lui dire à l'avance combien ça allait coûter si elle allait se faire payer à l'heure ou au pourcentage. Exact? Écoutez, ce que je vous dis, c'est que pour que la Chambre des notaires puisse analyser le dossier au niveau de la conciliation, comme le client, dans le cadre d'un règlement de succession, il faut avoir la majorité des liquidateurs. Oui, je sais, ça, vous nous l'avez dit, mais ce que je vous demande, là, est-ce que la notaire a agi correctement en ne disant pas à l'avance combien ça allait coûter? Écoutez, je suis pas en mesure de vous le dire, je n'étais pas là. Si effectivement le notaire n'a pas mentionné les honoraires et ne s'est pas entendu avec les liquidateurs, je suis d'accord avec vous, mais je suis pas en mesure de vous le dire. Est-ce que le notaire aurait dû dire « je serai payé à l'heure » ou « je serai payé sur un pourcentage de l'héritage » ? Le notaire obtient le mandat des liquidateurs et lors de l'acceptation du mandat du notaire, il doit préciser effectivement le montant facturé, une prévision des honoraires, etc. Il semble, selon les informations qu'on a au dossier, que ces informations-là ont été données, à tout le moins, aux 2 liquidatrices en question, lesquelles ont approuvé les honoraires du notaire. 17 000 $, Maître Marcellet, pour un travail comme celui-là, est-ce que ça vous paraît exagéré? Écoutez, c'est encore difficile de vous émettre une opinion ce midi sur le montant de la facturation d'honoraires dans le cadre de ce règlement-là, parce que je ne connais pas les tenants aboutissants de l'ensemble de ce dossier-là. Par ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que dans le milieu des règlements de succession, ça varie entre 2,5 3 % et ça va même jusqu'à 5 %. Et il y a un arrêt récemment de la Cour du Québec où il était discussion des honoraires du notaire et le juge a statué que un pourcentage de 3,5 % d'honoraires par rapport à l'actif de la succession est un montant raisonnable. Donc, le dossier de M. Boutin est en suspens. Il devra convaincre un des 2 autres liquidateurs testamentaires de l'appuyer dans sa requête. Sinon, vous ne pourrez y donner suite.
Tout à fait. Et M. Boutin a des recours. S'il juge, M. Boutin, que les deux liquidatrices n'ont pas agi de la façon qu'ils devaient agir, n'ont pas fait une saine administration, bien, M. Boutin a un recours contre les administratrices ou contre les liquidatrices. Au retour de la pause, on a un autre cas pour vous. On apprécie que vous soyez là, Maître Marcellet. Un autre cas impliquant un notaire et un arpenteur géomètre. Et dans ce cas-ci, le petit couple qui en est victime se demande bien qui n'a pas fait son travail correctement. Un des deux, les deux ou un fantôme. Ils m'ont dit donner. Pas besoin de le crier. Portative. Notre camion atelier permet ainsi un nettoyage en profondeur et un séchage plus rapide. Donnez un air de printemps à vos divans ou à l'intérieur de votre automobile. Tapis Expert, les experts du nettoyage, 379-2435. C'est la foire du printemps chez Plan Sport des Galeries du Cap. Des économies fantastiques partout dans le magasin. Vêtements de 10 à 25 % de rabais. Souliers super liquidation à partir de 25 $, des rabais de 10 à 50 %. Et lorsque vous arrivez à la caisse, avec chaque achat, vous pigez un jeton Plan Sport, ça vous permet de gagner soit de 5 à 25 % de rabais supplémentaires ou un T-shirt ou un cadeau surprise Plan Sport. De toute façon, vous êtes toujours gagnant. Mais c'est pendant la foire du printemps et ça se passe chez Plan Sport des Galeries du Cap. C'est le fournisseur officiel du monde qui bouge. Plan Sport! Si jamais tu t'approches de moi encore une fois, je te tue. Je veux juste qu'on se retrouve comme avant. Comme avant? T'as pas compris encore? Si je rachète les parts de chambre, je rachète aussi Victor. Diva, ce soir, 20h. C'est un asile, site. Alice Robbie, la conclusion, ce soir, 21h. Voici le cas numéro 2. Et cette fois, ça implique encore un notaire, mais aussi un arpenteur géomètre. L'histoire, en gros, vous vous achetez un beau terrain pour vous construire une maison. Et après être passé chez le notaire, vous apprenez qu'il n'y a pas un, mais deux propriétaires de la moitié de votre terrain. Autrement dit, le terrain que vous croyez avoir acheté est revendiqué par deux autres propriétaires en partie. C'est ce qu'a vécu un couple du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre collègue Sonia de CJPM à Chicoutimi nous présente leur histoire. C'est ça, nous autres, on se ramasse juste avec la moitié du terrain que devant. Ouais. Votre terrain devait arrêter? La ligne, ça fait que la ligne téléphonique, c'est la ligne. OK. Régis Tremblay et sa conjointe Cynthia Bouchard ont rêvé de ce terrain pendant des mois. Un terrain de 72 000 pieds carrés sur la route Madoc à Chicoutimi pour construire leur rêve, cette résidence. Le terrain est acheté le 1er novembre 1996. La transaction est officialisée au bureau de la notaire José Girard de Jonquière. À l'été 97, le couple Bouchard-Tremblay commence les travaux d'aménagement. Le terrain était devenu avec le temps un véritable dépotoir. Ce nettoyage, le nivelage de la terre et tous les coûts entraînés par l'achat font grimper la facture de 22 000 à 35 000 $. Non. Mais les véritables problèmes débutent en septembre 97, presque un an après l'achat. Régis Tremblay et Cynthia Bouchard reçoivent une mise en demeure d'une dame qui se dit propriétaire d'une partie du terrain qu'ils possèdent. Ça, c'est le soi-disant terrain qu'on avait initialement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a reçu la mise en demeure. Vous avez constaté? Oui, que ça, en zone, il nous restait juste 250 par 144, qui donne 36 000 pieds carrés. Il y avait un terrain qui appartenait à Mme Bouchard et à M. Lapointe. Ces informations ne figurent pourtant pas sur le plan de localisation qui a servi à l'achat. Un plan réalisé par l'arpenteur Pierre Nadeau en juillet 95. D'après les documents de l'arpenteur, Régis Tremblay et Cynthia Bouchard sont bel et bien propriétaires d'un terrain de 72 000 pieds carrés. Y a-t-il eu erreur de l'arpenteur Pierre Nadeau? Impossible d'avoir sa version. Tout ce qu'on m'a dit de vous dire, c'est que c'est Maître Louis Serra, avocat de l'Averie de Billy à Montréal, qui s'occupe de ça aussi. Les services de la notaire José Girard de Jonquière ont coûté au couple Bouchard-Tremblay 430 $. Après vérification avec deux autres arpenteurs, cette notaire a confirmé aux acheteurs qu'il y avait eu erreur dans la délimitation du terrain. Mais elle maintient qu'il était impossible pour elle de découvrir cette erreur avant la transaction.
Non, je l'ai expliqué au client. Le client est au courant. Je pense pas que ça vous concerne. Malheureux. Elle a été capable de le voir tout de suite quand on a eu la mise en demeure. Elle est allée au bureau d'enregistrement, puis elle a tout vu ça. Mais pourquoi qu'elle l'a pas vu avant qu'on signe le contrôle? Tu engages des personnels parce que ça sort de ton... c'est ça, de nos connaissances. Puis normalement, quand tu engages des professionnels comme ça, qui sont au-dessus de ça, qui ils font les études, puis ils vont voir où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller voir. Puis, en fin de compte, elle n'a jamais vu qu'il y avait qui étaient sur le terrain de deux autres. À qui la faute? Au notaire ou à l'arpenteur? La Chambre des notaires du Québec et l'Association des arpenteurs se lancent la balle. Mais les services de ces professionnels sont réglés. Aujourd'hui, Régis Tremblay et Cynthia Bouchard se retrouvent seuls avec un prêt de 15 000 $ à rembourser sans pouvoir se construire. Ils ont bien essayé de s'entendre à l'amiable avec une des propriétaires pour lui racheter la partie qu'elle possède, sans résultat. Cette propriétaire réclame 1,10 $ du pied carré. C'est plus de 3 fois la valeur qu'ils ont payée. Et pour un terrain qu'ils ont eux-mêmes nettoyé. Tu te lèves le matin, tu penses à ça. Tu te couches le soir, tu penses à ça. Puis surtout que tu es une famille, puis à un moment donné, tu fais attention. Surtout ça, ce qui arrive là-dedans, cet argent-là, c'est tes économies. Puis tu vois, c'est ça, disparaître en fumée comme ça, c'est pas évident. C'est difficile à prendre. Puis dire qu'on s'est fait avoir, c'est très choquant. Ça fait maintenant 7 mois que M. Tremblay et sa conjointe savent qu'ils ne sont pas les seuls propriétaires du terrain qu'ils avaient acheté pour se construire. Il y a 2 autres personnes qui le revendiquent. On joint M. Tremblay dans notre studio de Chicoutimi. On a vu dans le reportage de Sonia Lavoie, M. Tremblay, que vous avez appris que le terrain où vous vouliez vous bâtir, vous ne pouviez pas le faire parce qu'il y avait 2 autres propriétaires à part vous. Est-ce qu'il y a eu du développement depuis? Oui, il y a eu du développement. Hier, nous avons reçu le rapport de la Chambre des notaires, aussi de l'arpenteur géomètre. Et ils ont conclu que la Chambre des notaires, ils n'en prennent aucune responsabilité. Même, ils risent un peu nous autres en disant poursuivez n'importe qui, mais pas nous autres. C'est ce que la Chambre des notaires vous a dit? La Chambre des notaires nous a dit qu'on devrait poursuivre le propriétaire ou bien l'arpenteur. Mais que le notaire n'avait rien à se reprocher. Pourtant, quand on va voir un notaire, on s'attend à ce qu'il nous démêle ça, ces questions-là. C'est pour ça qu'on paye un professionnel. On ne connaît pas ça, les plans. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne connais pas. Et puis là, vous avez appris qu'en plus d'avoir une moitié de votre terrain qui appartient à 2 autres personnes, vous n'avez même pas accès à la rue. Ça, c'est assez important quand on veut se construire une maison, c'est ça? Oui, parce que mon terrain, en vérité, il a glissé de 100 mètres. Et puis, n'ayant pas de façade, on ne peut pas se construire. Et que la Chambre des notaires ont proposé d'avoir un chemin pour se rendre jusqu'au terrain, mais ça n'a vraiment pas d'allure. Autrement dit, vous seriez comme en campagne, dans le fin fond d'un rang, c'est ça? Oui, dans le fin fond d'un rang, oui, perdu dans le fond des îles. Là. Vous n'avez sûrement pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de parler avec le président de l'Ordre des arpenteurs et le président de la Chambre des notaires? Non. Restez là, ils vont répondre à vos questions tout de suite après la pause. Merci. Parce que, comme le demande M. Tremblay et son épouse, à qui la faute? Au notaire ou à l'arpenteur? M. Marcelet, Maître Marcelet des notaires. Bonjour, M. Giroir. Qui est-ce qui n'a pas fait son travail? Il me semble, moi, quand je vais voir un notaire, que j'attends qu'il me dise qu'il peut y avoir un problème, que le terrain que j'achète n'est pas nécessairement libre d'autres propriétaires, comme c'est le cas. Écoutez, je n'ai pas l'habilité ce midi de vous dire, vous déterminer qui a fait l'erreur et s'il y a effectivement eu une erreur. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, et ce que je peux dire aussi aux téléspectateurs, c'est que si, dans le cas où un notaire fait une erreur, bien, il y a des mécanismes de protection du public qui existent. Autant, je pense, chez les arpenteurs géomètres qu'à la Chambre des notaires du Québec. On appelle le Fonds d'assurance responsabilité de la Chambre des notaires du Québec. Et le Fonds d'assurance responsabilité est justement pour prévoir les cas où un notaire fait une erreur. Écoutez, personne n'est à l'abri d'une erreur et c'est les raisons pour lesquelles le fonds existe. Mais dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas nous dire si le notaire s'est trompé, si elle a mal fait son travail. Écoutez, je ne peux pas me permettre, M. Giroir, de déterminer si le notaire a fait une erreur. Ce que je peux vous dire, ce que je peux dire à M. Tremblay et à Mme Bouchard, c'est que si effectivement le notaire a fait une erreur, il y a des mécanismes pour le protéger et soyez assurés que s'il y a une erreur de la part du professionnel, qu'il est le notaire ou de l'arpenteur, il y a des mécanismes qui vont faire en sorte que M. Tremblay et Mme Bouchard vont être indemnisés. Vous savez qu'hier, ils ont reçu une lettre, justement, de l'organisation qui indemnise, là, à votre niveau, au niveau des notaires, où est-ce qu'on leur dit, la notaire a bien fait son travail. Alors, pour vous,
vous avez une ou deux façons de vous en sortir. Comme la notaire a bien fait son travail, vous pouvez faire annuler le contrat de vente ou acheter les terrains des deux autres propriétaires. C'est ce que vous leur répondez dans cette lettre-là, expédiée hier par le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires. Écoutez, je l'ai appris en même temps que les téléspectateurs ont visionné l'émission avant, ou le reportage. Je n'étais pas au courant qu'il y avait eu un dépôt formel d'une plainte au Fonds des assurances. Et peut-être M. Tremblay peut m'éclairer là-dessus. Là, je ne sais pas s'il est en nombre. Oui, M. Tremblay est là. Donc, vous avez porté plainte via un avocat au Fonds des assurances responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires. Oui. Et c'est la réponse que vous avez eue hier. On vous dit, nous, on se lave les mains, le notaire a bien agi, mais on est quand même gentil avec vous. On vous dit que vous pouvez soit acheter les terrains des deux autres propriétaires ou essayer de faire annuler la vente. En plein ça. Donc, on vous donne un conseil gratuit. Écoutez, M. Tremblay, je peux difficilement vous expliquer les raisons pour lesquelles le Fonds d'assurance a été motivé ou ont motivé de donner les raisons de ne pas couvrir. Mais ce que je peux vous assurer, M. Tremblay, c'est que je vais vérifier au Fonds d'assurance. Et je vous promets de vous rappeler pour vous donner les indications précises. Mais là, je ne peux pas vous donner de précision, je ne les connais pas. Bien, ça, on l'apprécie. On va aller à côté de vous, Maître Marcelet, à votre collègue, M. Jacques Fournier, le président de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. M. Fournier, comment se fait-il que la notaire s'est basée sur un plan d'arpenteur géomètre qui disait que le terrain avait telle dimension et finalement, on se rend compte qu'il y avait deux autres propriétaires sur le terrain que le couple a acheté? Évidemment, c'est la procédure normale. Souvent, le notaire demande à l'arpenteur géomètre de préparer un plan et description technique décrivant une partie de terrain. Maintenant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, que 2 ou 3 personnes revendiquent la même parcelle de terrain? Je ne saurais vous dire. J'ai appris le dossier en même temps que tout le monde tantôt. Ben, c'est-à-dire, on est en contact avec votre ordre depuis un certain temps. Là. Mais depuis, on a pris des informations auprès du syndic. Il n'y a aucune plainte qui a été formulée à l'Ordre des arpenteurs géomètres à l'encontre de l'arpenteur Nadeau. Maintenant, si, comme le disait Maître Marcelet tantôt, l'Ordre des arpenteurs géomètres, comme l'ensemble des ordres professionnels, détient tous les outils pour veiller à la bonne pratique des membres. Mais dans ce cas-ci, M. Fournier, comment ça peut arriver, justement, qu'un arpenteur géomètre ne se rende pas compte de ça? C'est à lui de faire des enquêtes en ce qui concerne les limites d'une propriété. C'est lui qui fait le plan. Et dans ce cas-ci, on arrive 3 mois après le passage chez le notaire, puis on sort 2 autres propriétaires d'un chapeau que votre arpenteur n'avait pas vu visiblement. Et évidemment, je vais vous parler en général. Probablement que la vente de terrain s'est produite sur une partie de lot, une partie d'un lot originaire. Peut-être qu'au registre foncier ou à l'index aux immeubles, il y a plusieurs pages à l'index aux immeubles sur cette même partie de lot. Le propriétaire qui a vendu la partie de terrain apparaît sûrement comme étant le propriétaire. Par contre, la chaîne de titres n'a pas été faite sur les autres propriétaires, étant donné que l'arpenteur n'était pas au courant des revendications des autres propriétaires. Mais si l'arpenteur n'est pas au courant de ça, comment, moi, comme acheteur, je peux l'être? Je m'en remets à des professionnels. Vous êtes des professionnels, vous ne pouvez pas le trouver. Ça veut dire que demain matin, je peux acheter n'importe quel terrain, n'importe où, puis il y a un risque que j'ai d'autres propriétaires qui viennent revendiquer une partie de mon terrain. C'est parce que lorsque l'arpenteur intervient, il y a déjà eu des transactions, des ventes qui ont été effectuées. Ces ventes-là ont été effectuées sur partie de lot, sans probablement la préparation de plans d'arpentage. Ça a été fait par acte notarié, sans document d'arpentage. L'arpenteur intervient après plusieurs années ou dizaines d'années sur une partie de terrain qu'il n'a jamais vue. Il y a un titre de propriété. Il se réfère à ce titre de propriété-là. Il fait la chaîne des titres. Et il peut très bien arriver que d'autres propriétaires ou d'autres voisins occupent cette même partie de terrain-là. Je vous avoue que c'est pas rassurant, c'est inquiétant, parce que là, la question que ça soulève ce midi, si un bon notaire, un bon arpenteur ne peuvent pas trouver cette information-là, qui va la trouver? Il y a toujours un risque à ce moment-là quand on achète un terrain. C'est ce que vous nous expliquez, M. Fournier? Oui, il y a toujours... C'est-à-dire, là, je ne connais pas le mandat. Je ne sais pas de qui avait été donné le mandat à l'arpenteur géomètre. Est-ce que c'est au propriétaire vendeur
quel était le mandat au moment où il a été donné. Ça, pour ce détail-là, de toute façon, M. Tremblay, qui est encore avec nous à Chicoutimi, vous devriez peut-être contacter l'Ordre des arpenteurs géomètres pour, là aussi, avoir des informations. Oui, mais c'était fait. Hein. On a envoyé une mise en demeure à M. Nadeau, par avocat. À l'avocat de l'arpenteur géomètre? Non, non, on a envoyé une mise en demeure à M. Nadeau, par mon avocat. Bon. Donc, probablement que M. Nadeau a donné à son assurance la possibilité d'une poursuite ou d'une erreur. L'assurance, probablement, fait enquête. Ce serait peut-être mieux s'il communiquait directement avec vous, M. Fournier, finalement, à l'Ordre des arpenteurs. À communiquer avec l'Ordre des arpenteurs géomètres, mais avec le syndic ou avec l'inspection professionnelle, ce n'est pas le président de l'Ordre des arpenteurs géomètres qui fait enquête dans de tels dossiers. Non, mais le président peut dire à un enquêteur, téléphone à ce monsieur-là, comme votre collègue de la Chambre des notaires a dit qu'elle allait faire. Autrement dit, est-ce que vous vous engagez ce midi à prendre en main ce dossier-là pour le faire cheminer et que finalement, ce couple-là ait un règlement et non qu'on leur réponde et du côté des notaires et du côté des arpenteurs, c'est pas de notre faute, arrangez-vous avec vos troupes. Tout à fait. Je vais demander à l'inspection professionnelle et au syndic de faire enquête dans ce cas. Je voudrais rajouter également que l'Ordre des arpenteurs géomètres paie une prime d'assurance de 1 200 000 pour l'ensemble des membres et les membres qui ne paient pas la prime sont radiés du bureau. Sont radiés de leur ordre. Oui, du tableau de l'ordre. Plus pratiquer. Merci beaucoup, M. Fournier. Merci, Maître Marcellet. Ça me fait plaisir. Vous avez été très chic de venir à l'émission aujourd'hui. Vous vous prononcez en général et c'est sur ces deux cas particuliers. Monsieur Tremblay, est-ce que ça vous rassure un peu? J'espère. Est-ce qu'on va les développements? On va attendre. On va vous suivre. On va suivre votre dossier, puis je pense qu'on va avoir du développement assez rapidement dans ça. J'espère. Au cours de la pause, on va avoir le président de l'Ordre des professions du Québec. L'Ordre des professions, l'Office des professions du Québec, c'est le bureau qui chapeaute tous les ordres professionnels. Chambre des notaires, Ordre des arpenteurs géomètres. Autrement dit, quand ça ne fait pas avec l'Ordre ou la Chambre des notaires, vous téléphonez à l'Office des professions. Profitez un peu de la vie. Vous n'avez qu'à commencer votre journée avec les céréales Spoon Size Shredded Wheat. Aucun ajout de sel, de sucre ou de matière grasse. Que du blé entier à 100%. N'y allez pas avec le dos de la cuillère. Servez-vous des Spoon Size Shredded Wheat. Mes galeries ont bien grandi. La Maison Fragrance vous invite à découvrir l'univers de la beauté et de la parfumerie. On vous propose plus de 400 fragrances ainsi que la ligne complète des cosmétiques Clarins de Paris. La bijouterie La Perle Rare fête ses 12 ans et pour l'occasion, nous vous présentons notre nouvelle collection de bijoux printemps-été ainsi qu'un vaste choix de promotions. Comparez et vous aimerez magasiner chez nous. C'est toujours bien pensé, les galeries du Cap. Faites vite, c'est le grand décompte chez Louisville Auto. Le meilleur choix, les meilleurs prix, voici les preuves. Plus de 50 Sunfire, non, maintenant 49. Ça part rapidement, à vous pour seulement 199 $ par mois. Encore 20 transports. Imaginez une camionnette dans votre cours pour aussi peu que 259 $ par mois. 18 GMC Sierra King Cab, 2 roues motrices radio-cassette et climatisées inclus, 269 $ par mois. Attention, maintenant seulement 19 transports. Le grand décompte, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le coq de la région, Louisville Auto. Tanné de vous raser les jambes? Vous trouvez que l'épilation à la cire, c'est douloureux? La clinique médico-esthétique a la solution pour vous. Le laser EpiTouch. Tout nouveau, une solution rapide, douce et efficace. Enfin, une solution au poil superflu. 373-61-24. Quelle que soit votre personnalité, nous avons le modèle qui vous convient. Peu importe votre choix. Un seul s'impose. Jean Petit Opticien. La bonne adresse pour y voir clair. Centre-ville, Trois-Rivières.
Cool! Périgny est déménagé. Un tout nouveau magasin face au centre des Rivières. C'est maintenant plus grand, 4 fois plus grand. Plus d'espace, plus de choix. Périgny pour les vêtements. Voyez toute la collection Streetwear. Périgny pour le choix de planches à roulettes. Périgny pour les vélos. Les meilleures marques. Cannondale, Specialized, Fisher, Norco, Kona. Pour l'ouverture, pas de TPS sur tous les vélos. Venez en profiter dès maintenant. Le nouveau Périgny face au centre des Rivières. Ces chansons ont fait le tour du monde, interprétées par Piaf, Aznavour, Beko et plusieurs autres. On l'appelle l'homme aux 5000 chansons. Pour la première fois, Pierre Delanoë interprète ses plus belles chansons popularisées par les grands noms de la chanson française. En chantant aux Champs-Élysées, je n'aurai pas le temps. L'album Pierre Delanoë chante, y a qu'à se laisser vivre, en vente partout. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Danger. Hulk Hogan avec nous. Soyez sur vos gardes, car il y a danger sous le soleil, ce samedi 18h30. L'organisme qui chapeaute tous ces ordres professionnels, c'est l'Office des professions du Québec. Avec nous ce midi, son président, M. Robert Diamant. M. Diamant, quel est le rôle exactement de l'Office des professions? M. Giroir, je pense qu'il est bon de rappeler que l'Office des professions est une des institutions qui fait partie du système professionnel. Essentiellement, l'État a trouvé bon et nécessaire que les citoyens, dans leur relation avec les professionnels, soient protégés. Et il a décidé de confier ce rôle de protection du public aux ordres professionnels eux-mêmes. Mais en même temps, il a dit, écoutez, pour s'assurer que les ordres professionnels remplissent bien le rôle qui leur est dévolu, on va donner ce mandat-là à l'Office des professions. Donc, l'Office a comme mandat général ou principal de surveiller le bon fonctionnement du système professionnel et de s'assurer que les ordres professionnels exécutent bien la mission première. Pour faire une image, la Chambre des notaires supervise le travail des notaires et l'Office des professions supervise le travail de la Chambre des notaires. C'est une image. Et c'est comme ça avec une soixantaine d'autres 43 ordres professionnels. 43 ordres professionnels. Autrement dit, si quelqu'un est insatisfait, prenons le cas de M. Boutin, notre premier cas, qui conteste les honoraires, puis qui a de la difficulté à se faire entendre à cause, d'une mésentente par la Chambre des notaires, est-ce qu'il doit s'adresser à vous en ultime recours, à l'Office des professions? Il doit épuiser autant que possible tous ses recours auprès de la Chambre. D'ailleurs, on a vu dans le reportage que la Chambre est ouverte à discuter avec M. Boutin des problèmes qu'il vit. Et quant à nous, nous sommes attentifs à ce que M. Boutin est en train de vivre avec la Chambre des notaires et nous espérons effectivement que M. Boutin aura un traitement qui soit juste et équitable dans son cas. S'il est insatisfait, comment peut-il s'adresser à l'Office des professions? Il peut bien sûr communiquer avec nous et nous allons vérifier auprès de la Chambre des notaires la nature du processus qui a été suivi et requérir de la Chambre des notaires des explications sur la façon dont M. Boutin a été traité. Et je dois dire que de façon générale, à partir du moment où les droits de la personne sont pris en compte et que le pouvoir de l'Office se limite à s'assurer auprès de la Chambre des notaires de la légitimité du processus. Autrement dit, on s'assure qu'on lui répond correctement. Et si la Chambre des notaires le fait, vous n'avez pas de raison de sévir contre eux. Tout à fait. Maintenant, vous pouvez sévir contre eux et leur faire une ordonnance, j'imagine. C'est-à-dire qu'au lieu de... Je pense que ce n'est pas notre façon habituelle de procéder. Nous allons discuter avec la Chambre des notaires et requérir de la part des chambres des notaires une action concrète, précise. Est-ce que les plaintes contre les professionnels sont en hausse depuis quelques années? Les plaintes contre les professionnels, on n'a pas de statistiques très précises sur l'ensemble des plaintes parce que les gens s'adressent aux 43 ordres professionnels pour obtenir toutes sortes d'informations, toutes sortes de renseignements, y inclus pour obtenir et pour porter plainte. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le nombre de plaintes fluctue. Il fluctue souvent à la faveur d'événements qui sont portés à l'attention du public. Mais le nombre d'enquêtes des syndics, lui, est assez stable. Nos données nous montrent qu'on a, bon an, mal an, autour de 4000 enquêtes qui sont conduites
par les syndics dans les différents ordres professionnels. Et ça n'augmente pas. C'est assez stable, finalement. Donc, il y a plus de plaintes, mais il y en a autant qu'avant qui, finalement, vont jusqu'au bout du processus. Tout à fait. Et on observe aussi que de ces 4000 plaintes, autour de 400 par année font l'objet d'une poursuite devant les comités de discipline. On va aller voir ce que nos auditeurs en pensent. La question, croyez-vous que les ordres professionnels vous protègent bien? À Roberval, on va écouter Mme Monia Plourde. Quelle est votre opinion là-dessus, Mme Plourde? Oui, bonjour, M. Giroir. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci. Et vous? Oui, très bien, merci. Concernant la question du jour, oui, je crois que nous sommes bien protégés par les professionnels. Travaillant dans le domaine bancaire, j'ai affaire journalièrement avec des notaires, des arpenteurs, qui, dans notre coin, travaillent très étroitement ensemble. J'avoue que des erreurs sont possibles et des personnes sont à l'abri de l'erreur. Mais justement, comme parlait M. Marseillais tout à l'heure, de la Chambre des notaires et de l'Ordre des arpenteurs, M. Fournier. M. Fournier, c'est ça. Les gens aujourd'hui ont une protection avec un fonds d'assurance et en plus une protection supplémentaire avec l'Ordre des professionnels. Donc, vous estimez que les gens sont bien protégés. Merci, Mme Plourde. On va aller à Sainte-Anne-de-Portneuf. Manon, vous avez une question. Allez-y. Oui. J'aimerais savoir, lorsqu'on fait affaire avec un avocat et qu'on s'aperçoit que ça ne va plus, à partir de quand peut-on consulter les ordres professionnels? Naturellement, là, sans courir un tas de frais supplémentaires. C'est-à-dire mettre fin à votre relation professionnelle avec l'avocat et éventuellement porter plainte contre lui? Oui, c'est ça. Monsieur Diamant, est-ce qu'il y a une limite dans le temps où, en tout temps, quelqu'un qui est insatisfait peut s'adresser à l'ordre professionnel? Le client est toujours maître de sa relation avec son professionnel, qu'il s'agisse d'un avocat, d'un notaire, d'un médecin ou d'un psychologue. C'est au client qu'il appartient de dire, à ce moment-ci, j'ai des doutes, je suis insatisfait, je mets un terme à ma relation avec mon professionnel. Il est évident qu'il doit être clair avec son professionnel et si il a des raisons de croire que sa relation avec son professionnel est le reflet d'une forme d'incompétence ou d'un manque d'intégrité ou encore de quelque autre raison qui a contribué à briser le lien de confiance, il doit ne pas hésiter et faire appel à l'ordre professionnel concerné, c'est-à-dire, et la porte d'entrée d'un ordre professionnel, la porte d'entrée idéale, c'est le syndic. Le syndic, celui qui, effectivement, fait les enquêtes et applique les sanctions quand ça a lieu. On a beaucoup d'autres questions de vous à la maison. On vous revient tout de suite après la pause. Les ordres professionnels vous protègent bien, M. Alain. Moi, la Chambre des notaires m'a rendu un grand service, mais j'ai été très déçu. J'ai trouvé que le notaire m'avait présenté une facture d'une façon quasiment illégale. C'est-à-dire? Je m'informe dans mon entourage combien me coûterait un acte notarié, puis on me dit 550, 560. Puis je me suis souvenu qu'à Montréal, je connaissais un notaire j'ai téléphoné, puis j'ai expliqué l'acte notarié avait besoin textuellement selon la banque. Puis il me dit, va te faire ça pour 400 $. Je me suis dit, j'économise 150 $, let's go, on y va, tu sais. Et puis quand il y a eu le temps de le payer, ça montait à 700 quelques dollars. Parce qu'il m'a expliqué par après que ça ne comprenait pas les papiers de cour, les papiers d'hôtel de ville, ses déplacements. C'était seulement mon salaire. Et en quoi la Chambre des notaires vous est venue en aide? Et je me suis plaint, j'ai écrit ça très clairement, là, puis on a réussi à me faire avoir l'argent. La différence que ça aurait dû me coûter si j'aurais pris un notaire dans mon entourage, avec la différence de trop que lui me chargeait. Donc, vous avez eu un retour d'environ 200 $. À peu près, oui. Il faut dire, Maître Marsollet, le président de la Chambre des notaires, que vous avez un fonds d'indemnisation pour des cas comme celui que M. Alain vient de nous exposer. En fait, il existe différents types de régimes de protection du public, dépendant de la faute ou du reproche que le client a auprès du notaire. On se dirige vers un service plutôt qu'un autre. Je donne un exemple. Lorsque, par exemple, un client reproche à un notaire d'avoir enfreint le code de déontologie, alors là, vraiment, la plainte doit être déposée auprès du syndic. Si, par exemple, c'est le cas d'un notaire où il effectue une faute professionnelle, c'est le fonds d'assurance responsabilité. Et dans les cas où le notaire utilise des fonds à des fins autres pour lesquels ils ont été confiés, et là, c'est vraiment le fonds d'indemnisation. Alors,
il existe différents modes de protection du public et le dernier appel est une démonstration que ces modes-là sont là pour le public et qu'ils existent et qu'ils sont efficaces. Et qui fonctionnent, effectivement. Et qui fonctionnent. On va parler avec M. Diamant du nombre de plaintes que vous recevez chaque année, ultimement à l'Office des professions. Quand les gens ne sont pas satisfaits de la réponse qu'ils ont eue chez les notaires, les arpenteurs géomètres, les avocats, il y a combien de plaintes qui aboutissent chez vous à chaque année? Oh, relativement peu à la fin, parce que, bien sûr, on reçoit énormément de demandes d'informations. Le téléphone ne dérougit pas, donc on peut parler d'au moins 10-15 000 demandes d'informations par année. Et des véritables plaintes là, qui font l'objet d'une attention particulière parce qu'ils manifestent clairement une insatisfaction de la façon dont les personnes ont été traitées par l'ordre professionnel auquel ils sont adressés. On peut parler de plus ou moins 150 par année. Donc, c'est pas énorme. Non, si on considère qu'il y a 272 000 professionnels, que ces professionnels posent des millions d'actes professionnels chaque année, de façon générale, on peut observer que la population est relativement et très satisfaite même des services qu'elle requiert des professionnels. Quand ils nous parlent de leurs professionnels, c'est généralement bien. Est-ce que c'est en hausse, le nombre de plaintes, cependant? Le nombre de plaintes est fluctuant. Il est fluctuant dans la mesure où, lorsqu'il y a une certaine visibilité qui est donnée à un cas en particulier, on sent que les citoyens sont inquiets et, à ce moment-là, se manifestent. Autrement dit, vous aurez peut-être plus de plaintes à la suite de l'émission d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui viennent peut-être de découvrir les mécanismes de défense qu'ils ont. Tout à fait. Et de cette façon, le service que vous rendez à la population est excellent, dans la mesure où la population prend conscience de l'existence du système professionnel et des recours qui sont à leur portée. Les ordres professionnels, on le répète, sont d'abord là pour protéger le public. Et on a vu, par les réponses des deux présidents qui sont présents à l'émission aujourd'hui, qu'il y a une volonté des ordres professionnels de se rapprocher de la clientèle et de bien servir le public. On va aller écouter justement quelqu'un du public, M. Pierre Demers de Québec. Bonjour, M. Demers. Bonjour. Vous avez une question, je crois, pour le président de la Chambre des notaires. Oui, M. Marcelin, j'aimerais, s'il vous plaît, savoir si, d'après vous, lorsqu'on on trouve une faute chez un professionnel, pour pouvoir se défendre, est-ce qu'on doit consulter un avocat? Pas nécessairement. Les mécanismes qui existent à la Chambre des notaires et dans tout ordre professionnel, c'est le code de profession qui gouverne ces mécanismes-là. Vous devez déposer une plainte auprès du syndic et le syndic procède à ce moment-là à l'analyse et une enquête. OK. Et donc, on n'a pas suite, si vous me permettez, oui. Suite à l'enquête, il y a dépôt ou non d'une plainte officielle auprès du comité de discipline. Ce que je trouve curieux dans cette réponse, je vous remercie de la réponse, mais je pense que ça prend des émissions comme on a aujourd'hui pour avoir des réponses comme celle-là. Parce que moi, il y a 2 ans, j'ai fait affaire avec un notaire et puis il a fait une faute professionnelle. Et puis j'ai appelé à la Chambre à 2 reprises. Puis on m'a répondu à la Chambre, si vous pensez que le notaire a fait une faute, consultez un avocat. Est-ce que c'est surprenant pour vous, M. Marcelin? Il nous reste 10 secondes. Je n'étais pas là il y a 2 ans, alors c'est certainement pas moi. Mais maintenant, ça se fait plus comme ça. C'est ça. Et si ça se fait comme ça, les gens n'ont qu'à appeler JE ou l'Office des professions. C'est vous qui le dites. Merci, Maître Marcelin. Merci, M. Fournier. Merci, M. Diamant. Ça a été une émission très intéressante. On revient en conclusion après la pause. 905353, Québec 670-5353, 1-888-822-5353, partout ailleurs, c'est sans frais. On se retrouve demain, 11h45. Et Vincent Bolduc et Roger Léger se sauvent. La vie est un... Témoignages de chômeurs, des témoignages assez poignants, surtout de chômeurs qui ont des travaux saisonniers, les bûcherons, les pêcheurs, les gens qui travaillent dans l'industrie touristique. Ils sont venus dire que de plus en plus, ils ne sont pas capables de travailler le nombre d'heures suffisant pour avoir droit à l'assurance chômage et que même lorsqu'ils y ont droit, c'est sur une période beaucoup plus courte qu'avant. Et qui plus est, comme ils sont des chômeurs à répétition à chaque année, bien, leurs prestations diminuent. Tout ça, c'est des effets de la nouvelle loi. Et en plus, il y a énormément d'injustice dans la façon dont elle est appliquée. Ce matin, j'ai entendu le cas de Mme Mador, qui a 2 filles qui travaillent pour elle. Elle a une entreprise de pêche à l'anguille. Eh bien, croyez-le ou non, il y en a une des 2 qui reçoit l'assurance chômage et l'autre qui n'en reçoit pas. Ça s'explique difficilement, oui. En effet. Ben, elle s'en va à marge de crédit, elle fait des emprunts, là, t'essayes à lui aider, mais tu te sens, là, dégradé, là, tu te dévalorises. Oui.
Alors, et qui plus est, la nouvelle loi a énormément de conséquences parce que vous savez que maintenant, on ne compte plus en fonction du nombre de semaines que vous avez travaillé, mais du nombre d'heures. Et en plus de ça, on tient compte du chômage dans votre région. Alors, si vous êtes dans une région où le taux de chômage est très, très faible, il faut que vous travailliez peut-être 500, 600, 700 heures avant d'être capable de toucher de l'assurance chômage, ce qui fait que vous pouvez être dans une région où le taux de chômage est très faible et à ce moment-là, vous travaillez un nombre d'heures et vous n'y aviez pas droit. Vous êtes dans une région où le taux de chômage est élevé, vous y avez droit, même si vous avez travaillé le même nombre d'heures. J'ai entendu ce matin une chargée de cours qui enseigne à l'Université du Québec à Montréal et qui n'a pas droit à l'assurance chômage. On peut l'écouter. Le cours équivaut à 225 heures. J'ai eu 2 cours cette année, ce qui fait 450 heures. J'ai fait du supplémentaire, 36 heures. Donc, j'ai 486. Et en raison du taux de chômage de la région de Montréal, il m'en faut 560. Donc, vous n'aurez pas de chômage? Non. Alors, et cette femme va gagner moins de 10 000 $ cette année, là. On comprend que ces gens parlent d'injustice, hein? Une profonde injustice, il voudrait que la loi soit modifiée. Il y avait aussi ce matin un expert qui est venu témoigner et qui lui a dit que ce qui lui rebute le plus dans la nouvelle loi, c'est le fait qu'il y a des gens qui payent des cotisations et qui, au bout du compte, n'auront jamais droit à des prestations d'assurance chômage. Lui, il parle plutôt d'une taxe à l'emploi. On peut l'écouter. Ben là, c'est pareil. Les gens qui ont des petits emplois, qui sont des emplois à temps partiel ou des emplois où on ne peut avoir que quelques semaines d'emploi, eh bien, ils cotisent pareil, mais ils ne retirent rien. Donc, pour eux, ça devient une taxe. Donc, en fait, avant, on appelait ça l'assurance chômage, c'est devenu l'assurance emploi. Ça devrait s'appeler, en fait, la taxe emploi, puisque quand vous avez un emploi, vous êtes taxé. Et puis après, pour certains, c'est une assurance, et pour d'autres, ça ne l'est plus. Est-ce que le gouvernement sera prêt à revoir sa loi? Voilà toute la question. Cet après-midi, le Bloc va poser des questions en chambre et on va en poser nous aussi à M. Petitgrou. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. On en parlait un peu avant le bulletin de midi. Oui. Pierre, attention au poulet, surtout à la salmonello. Oui, c'est une étude qui revient presque à tous les 2-3 ans. Je me souviens, il y a quelques années, Armand Frappier en avait fait une. Le ministère de l'Agriculture en mène une présentement aussi. Protégez-vous a fait une enquête sur le poulet propre et frais, le poulet et sa face cachée. Il faut faire attention. La salmonellose, on sait que c'est là, mais si c'est bien manipulé, s'il n'y a pas de risque plus qu'autre chose. Alors, si vous voulez, cette analyse faite par Protégez-vous, quand même révèle une situation inquiétante. Et si vous regardez ces chiffres, 41% des 154 poulets qui ont été évalués contiennent de la salmonelle, 30% des compylobactères. En fait, les résultats ne sont pas surprenants pour l'industrie, mais pas rassurants pour les consommateurs. 12% avaient les 2 bactéries, 59% contaminés par l'une ou l'autre des bactéries et 13% étaient carrément insalubres. En fait, c'est une enquête qui a été menée pour les grandes marques, dans les grands établissements, de même que les plus petits établissements aussi. On y va de certaines recommandations, notamment attention à la manipulation. C'est là que souvent ça cause problème. Par exemple, si vous touchez du poulet, évitez de le mettre en contact avec la laitue, par exemple, ou d'autres produits qui ne sont pas cuits. Mais quand c'est bien cuit, le poulet, il y a moins de risques. Mais la salmonelle, évidemment, c'est plus fragile. Le poulet est plus fragile pour cette bactérie-là. Méfiez-vous-en et il faut toujours bien cuire le poulet, on le rappelle. Vous nous donnerez quelques recettes, M. Pierre. Je pense que vous êtes meilleur pour moi dans la cuisine. Le président du Conseil du Trésor a dit dimanche que la réforme de la santé est un succès. Puis je pense que l'opposition libérale n'est pas tellement d'accord avec lui. Et ça commence à sentir la campagne électorale, vous allez voir, et c'est certainement un clou sur lequel l'opposition libérale entend frapper beaucoup au cours des prochains jours, prochaines semaines, prochaine campagne électorale, Bernard Plante. Et ça a repris ce matin encore où on parle de derby de démolition. Oui, débat très, très houleux ce matin en Chambre sur toute la question de la santé. L'opposition libérale, vous le dites, a accusé le gouvernement de se livrer à un véritable derby de démolition. j'emploie textuellement les termes qui ont été employés en Chambre dans le domaine de la santé. Du côté du gouvernement, on réplique, écoutez, on charrie, et parce qu'on est à la veille, finalement, d'élections. Ceci dit, les libéraux... Attention, vous alliez dire on charrait, on charrie. Non, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit quand même. Non, non, c'est correct. Les libéraux voulaient, M. Charest avait parlé hier, une commission parlementaire pour entendre tous les intervenants dans le domaine de la santé. Ça a été refusé par le gouvernement. Le gouvernement a dit, bon, c'est pas le temps de tenir des commissions, de s'embarquer dans de la paperasse, c'est le temps de consolider. Et parlons-en peut-être justement de cette consolidation-là. Le docteur Rochon, à la suite des débats en Chambre, a voulu commenter ce départ du docteur Gravel du CHUM à Montréal. Et vous allez entendre le docteur Rochon, il n'est pas véritablement tendre à l'endroit du docteur Gravel, on peut l'entendre. On a traversé 3 périodes difficiles, 3 années, une période de 3 années difficile comme ce qu'on vient de traverser. C'est un peu normal qu'il y ait de la fatigue et que certaines personnes baissent les bras.
Mais il n'y a pas que le docteur Gravel qui baisse ses bras. Il y en a plein dans d'autres institutions également. Et ça, on en entend parler tous les jours de ces cas. Oui, et malgré ce qu'a dit M. Léonard cette fin de semaine, que la réforme, c'était un succès en Chambre, M. Rochon a admis, et je le cite, il y a des fragilités importantes dans le système. Il pourrait donc éventuellement y avoir de l'argent neuf, mais c'est pas sûr. On peut encore, une fois, entendre le docteur Rochon. Je vous dis qu'on va faire ce qu'il faut faire. On va le faire en temps utile pour que la consolidation se fasse bien. Avec l'argent? Si c'est nécessaire, avec l'argent, oui. Si c'est nécessaire. Oui. L'argent, on va le trouver où? Si c'est nécessaire. Bon, il y a peut-être des marges de manœuvre qui peuvent se dégager. On sait que le gouvernement a toujours budgété de façon, finalement, relativement conservatrice. Je vous fais remarquer, Pierre, qu'on est entré en session intensive pour 4 semaines et que la santé, on risque plutôt d'en entendre beaucoup parler d'ici la fin du mois de juin, ici à l'Assemblée nationale. Merci. Au revoir. Il y a un vieil adage qui dit « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Et apparemment, ça s'applique au Canada en matière d'environnement. Gros parleur, petit faiseur peut-être aussi. Ah. C'est un autre adage qu'on pourrait peut-être certainement situer dans ce débat-là, Robert Plouffe. En effet, au niveau de l'environnement, le commissaire du Canada n'est pas très... Et en fait, n'est pas très tendre pour le pays. Non, pas vraiment. Brian Ennett, c'est son nom. C'est le défenseur de l'environnement ici au Canada. Et ce matin, il déposait un rapport, Pierre. Effectivement, le Canada, au niveau international, entre autres, en matière d'environnement, gros parleur, petit faiseur. Écoutez, ce qu'il dit, c'est que, grosso modo, c'est le premier, le Canada, à signer des ententes en matière environnementale, entre autres pour ce qui est des émissions de gaz, justement, qui brisent la couche d'ozone. Rappelez-vous que le Canada s'était fixé comme objectif de réduire, pour l'an 2000, là, le taux d'émission à 1990. Non seulement il sera incapable de tenir cette promesse-là, mais le gaz va augmenter de 11 selon M. Ennett. Alors, évidemment, non seulement il ne tient pas ses promesses, mais en plus, semble-t-il qu'il n'est même pas capable de savoir exactement combien il y a d'engagements de signés. Il y en aurait près de 200 engagements de signés. Il y avait eu quand même le Canada, au tout début, l'effet de serre. On avait eu le sommet à Rio, on avait eu le sommet à Kyoto. Le gouvernement était le premier à dire qu'il fallait faire des actions. Ce qu'on vient dire aujourd'hui, le commissaire, c'est qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vision globale. En matière de diversité biologique, Pierre, c'est ce qu'on voit à l'instant, les espèces menacées, il y en aurait plus d'une cinquantaine, ça a augmenté au cours des dernières années. On tarde à appliquer la stratégie qu'on appelle de diversité biologique. Et pourtant, le gouvernement du Canada a été le premier à signer cette entente en 1992. Enfin, ce qu'on voit, c'est les évaluations environnementales. Gros problème également du côté des évaluations. On dit que c'est déficient. On manque d'outils, on manque d'informations. Le public n'est pas informé et on n'a pas de suivi, justement, sur ce qui se fait en matière d'évaluation. Bref, ce que dit le commissaire aujourd'hui, c'est que cette situation vient ternir un peu l'image du Canada de chef de file. On écoute M. Ennett. Trop fréquemment, le gouvernement font des promesses qu'ils ne gardent pas et c'est un grand problème pour la capacité du gouvernement d'être leader en ce qui concerne les choses environnementales. Et il est allé voir spécifiquement dans différents ministères. Les 28 ministères, on a évalué ce qu'on appelle le fameux développement durable, le développement en harmonie avec la nature. Eh bien, oui, les ministères fédéraux savent c'est quoi le développement durable. Ils ont adopté des stratégies, mais ils ne sont pas capables de se fixer des objectifs et ne sont pas capables aussi d'être proactifs, c'est-à-dire d'aller au-devant pour faire mieux avec ce qu'ils ont, sauver des coûts et sauver en même temps l'environnement. Merci. Bienvenue. Au revoir, Robert. Et on apprend finalement aujourd'hui que le coût d'utilisation d'une voiture n'a pas beaucoup changé ces dernières années. Même depuis 1993, selon le CAA Québec, qui annuellement fait une étude et une évaluation du coût d'une voiture. En fait, on en vient à la conclusion que les frais variables comme l'essence, l'entretien et pneus, ça a baissé au cours des dernières années, mais que les frais fixes, les assurances, l'immatriculation, c'est demeuré relativement stable. Alors, vous voyez une sous-compacte jusqu'à une voiture à part, une voiture standard ou mini-fourgonnette. Toutes les autres voitures, ça coûte un peu moins cher à l'entretien et à l'usage au fil de l'année. Merci, Pierre. Au revoir. Alors, je vous rappelle qu'on pose la question aux gens aujourd'hui. Croyez-vous que la réforme de la santé est un succès? Oui. Et à 12h30, un scoop JE sur un autre incident dans un hôpital de Montréal. Les nouvelles régionales suivent à l'instant. Au revoir, Pierre. Les jumelles Annie et Sophie et la circulaire Uniprix. Cette semaine, pour la super vente, papier hygiénique Cascade 8 rouleaux, 1,59 $. Aussi, croustille Pringles, 1,39 $ seulement. Est-ce qu'on déjeune avant d'y aller? Pas le temps! Uniprix, 10 soirs, grosse économie.
Cela, il passe à l'épisode suivant. Est-ce qu'il est vraiment utile? Et puis évidemment... D'être une... Mais j'ai eu une journée. Ah, tu as un plan. Quand on connaît les bonnes manières, on est gentleman et cambrioleur. Ce vendredi, 20h. Ce dimanche, c'est le gala de la Griffe d'Or, animé par Serge Postigo. Vous allez voir, on va vous présenter des vêtements dernier cri, de belles créations québécoises, audacieuses, sensuelles. Vous savez, un rien m'habille. Mais pour l'instant, je ne vous montre rien. C'est dommage. La Griffe d'Or, le gala le plus habillé en ville, dimanche 19h. Notre invité d'aujourd'hui, vous le voyez tous les soirs au petit écran, belle chevelure blanche, sourire affable. Il nous regarde droit dans les yeux et nous raconte ce qui s'est passé au cours de la journée. Et tout ça, c'est très court, au plus une demi-heure. Ça passe très vite, ça a l'air très facile, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Le travail de toute une équipe, caméraman, journaliste, réalisateur, monteur, chef de pupitre, et aussi le travail de toute une journée pour le journaliste, oui, qui présente ces nouvelles-là et qui a choisi de nous les raconter. Bonjour, Simon. Bonjour, Claire. C'est gentil de ce que vous dites là. Ben, oui, et c'est vrai que vous avez pris l'option de nous raconter les nouvelles. Moi, je pense des nouvelles. Moi, je suis un raconteur d'histoire. C'est ce que j'aime le mieux faire. Et je dis ça souvent quand je rencontre dans les écoles ou les collèges. Je dis toujours ça aux jeunes. La plus belle qualité pour devenir journaliste de télévision ou de radio, pas dans l'écrit, parce que dans l'écrit, on écrit, puis c'est pas pareil. Mais en télé ou en radio, c'est qui c'est le meilleur raconteur d'histoire d'Atlas? De joke, là. T'sais? Qui est le meilleur? Le meilleur d'Atlas, il y a déjà une belle qualité pour devenir journaliste de télé ou de radio, celui-là. Sauf que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on raconte des histoires après ça. Voilà. Et des fois, des histoires très sérieuses. Ah, et souvent, oui, des mais histoires vrai, très sérieuses. mais vrai. Mais Est-ce que ça veut dire que déjà, dans l'enfance, vous étiez un bon raconteur de farce? Je ne sais pas si je l'étais. J'ai toujours pensé l'être, et je pense encore que je le suis. Je ne sais pas si je le suis. C'est aux gens de dire, mais moi j'aime ça faire ça. Si tu me demandes, aimes-tu ça faire ça? J'adore faire ça. Raconter des histoires, raconter des jokes, j'adore ça. J'aime qu'on m'en raconte. J'en accumulais des tonnes d'un temps. Je ne sais pas si je perds la mémoire en vieillissant. Mais des fois, je les retiens. Mais j'en tiens toujours quelques-unes. Mais alors, pour moi, les nouvelles, c'est ça.
Quand je regarde, bon, moi, ce que je fais essentiellement, c'est je prends un reportage qui a déjà été fait dans la journée par un journaliste et je dois le présenter. J'ai 15 secondes pour le vendre, pour vendre cette histoire-là. Lui, le journaliste a fait son histoire sur un sujet de la journée. Moi, j'ai 15 secondes pour la vendre, pour vous dire, regardez bien ça, c'est bon. C'est bon, ça vaut la peine. Alors, il faut que je cherche une façon de vendre ça. Et j'adore faire ça. C'est toujours mon plus grand plaisir intellectuel, c'est d'écrire ce texte-là, chaque 15 secondes que j'écris dans la soirée. Puis mon plus grand plaisir, je dirais physique, c'est de vendre ça. De le faire, là, en ondes. Ça, c'est passionnant. Est-ce que déjà vous en rêvez... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Simon, cette musique-là? Ça, c'est le col de l'Olivier. oui. Parce qu'il paraît que vous avez besoin d'être rappelé à l'ordre à un moment donné de la soirée. C'est-à-dire qu'à 8 heures, il y a des nouvelles brèves en direct. Alors, mais entre 6h30 et 8, moi, j'en ponds du texte là, avec les rédacteurs. Puis des fois, tu sais, tu es concentré sur ton texte, puis c'est bon, je veux dire ça comme ça, puis tu regardes dans l'ordinateur, et là, j'oublie le temps. Et là, Bernard m'appelle. C'est la façon de vous appeler. Oui, il y a un deuxième call. Là-tu le deuxième, Bernard? Non? Est-ce qu'on a le deuxième appel? Non, parce que là, on voudrait voir entrer une partie de l'équipe qui travaille avec vous. Ah bon? On va leur demander d'entrer. Ben oui, c'est ça, les chaises libres. Alors, on devrait avoir avec nous dans Stéphanie. Une grande rédactrice. Oui. Hey! On fait des meetings ici aujourd'hui. Hey! Tout le monde est là. Ah ben, Bonjour. Vous pouvez prendre place? Il y a 4 chaises, alors il y en a une qui se met sur mes genoux. Non, vous êtes 4, c'est bon. Je pense que j'en ai eu 5. Alors, Stéphanie, les téléspectateurs vont être heureux de la voir, de la connaître. Même nous, les gens de Télémétropole, on savait, Stéphanie, que tu étais dans la boîte, que tu étais ici. Mais on ne mettait pas de visage sur le nom de... C'est pas une grande vedette encore. Encore? Alors, il y a des ambitions pour moi. Est-ce que toi, tu en aurais aussi? Bien, certainement, c'est sûr. On commence comme là, super bon emploi pour commencer. Puis éventuellement, mais je me fixe pas d'objectif tout de suite. J'en avais au cégep, à l'université. Mais là, une fois qu'on a les pieds dans la boîte, on tâtonne et puis on verra ce que ça donne. Elle fait de la rédaction, là. Oui. Pour l'instant, tu rédiges des nouvelles. Oui. Et parfois, tu en rédiges qui vont être dites par ton père après. Ben oui. Souvent. Oui. Et Stéphanie, on va te demander de nous présenter les 3 personnes qui sont avec toi aujourd'hui. J'ai Serge Lehoux à ma gauche, qui est chef de pupitre et qui fait aussi la lecture à l'occasion l'été, en remplacement, les fins de semaine. Quand Simon est en vacances. Quand Simon est en vacances, c'est ça. Claude Fugère, le rédacteur principal de Simon. Et puis Carole Gambard, qui est la réalisatrice de l'émission. S'occupe de nous. Alors, ça serait intéressant qu'on explique... Première constatation, c'est pas une job d'homme des nouvelles, c'est une job d'homme et de femme. Hein? Oui. Voilà. Oui, c'est beau. C'est un bon départ. Deuxième constatation, c'est le petit noyau, ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui fait un bulletin de nouvelles. Bon, il y a tous les reporters qui sont sur la route toute la journée, qu'on voit de temps en temps, bon, mais avec qui je travaille pas quotidiennement, là, tu sais, avec qui je ne discute pas non plus quotidiennement, nécessairement. Bon, il y a tous les caméramans qui sont sur la route aussi, avec les journalistes que je vois pas souvent. Moi, je suis pas sur la route, moi, je fais le bulletin. Alors, il y a plein de monde. Il y a peut-être 50, je sais pas, peut-être 60 ou une centaine de personnes en tout qui travaillent là, à fabriquer un bulletin de nouvelles. Mais il y a un petit noyau. Il y en a un pour le midi, il y en a un pour le 18h, puis il y en a un pour le 22h. C'est le petit noyau. Ce que j'appelle le petit noyau, c'est les gens avec qui je suis constamment. De 4 heures l'après-midi à 10h30, là, on passe vraiment la soirée ensemble à causer, à faire les fous, à écrire des histoires et à s'en raconter. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites de Simon Durival, vous autres? Ben, on avait un petit peu peur quand il est arrivé parce qu'il était précédé d'une réputation de, peut-être pas soupe au lait, mais de gars très, très exigeant. Mais le soupe au lait. Pas mal. Un peu des fois, hein. Mais, fuse court, comme on dit. Comme on est à peu près tous comme ça aussi, on s'est bien entendu. Finalement, la chimie a pris et puis le travail se fait bien. Mais comme disait Simon, c'est vrai que l'ambiance de travail est importante le soir parce que, bon, on travaille tous les soirs, nous, du lundi au vendredi, puis on n'a pas tellement de vie sociale, alors on se la fait, nous, au travail aussi, hein, parce qu'il nous reste 2 soirées dans la semaine de temps à nous.
Alors, c'est important que ce temps-là se passe bien. Alors, c'est vrai qu'on rit beaucoup. Ça aide à faire passer le temps, puis ça nous rend peut-être un peu plus productifs. Puis ça aide aussi parfois à faire passer l'actualité, parce que des fois, les sujets dont on parle ne sont pas toujours très drôles non plus. Donc, c'est important. Stéphanie, ta vraie réaction quand tu as su que Simon s'en venait ici, parce que tu étais bien, là, toi. T'avais un territoire à toi. On sait que c'est pas facile de faire sa marche quand t'as... et là, tu te dis, oups, il s'en vient. Oui, le bonhomme, il s'en vient. Qu'est-ce que ça a été dans le fond de toi-même, ta réaction? Ben, ma première réaction, ça a été, oh non, il s'en vient pas jouer dans mes plates-bandes. Je l'ai pas trouvé drôle. Mais c'est sûr que, je sais pas, première réaction, j'ai pas trouvé ça joujou, mais après ça, je me suis dit, bon, j'ai jamais travaillé avec lui, il faut quand même l'essayer. Puis je l'ai pris à mon avantage. C'est quand même rare qu'on ait l'occasion de travailler avec son père ou avec un enfant avec un de ses parents. Et puis, je pense que ça va bien. C'est un succès. C'est spécial de vous avoir ensemble. Qu'est-ce que ça fait comme effet de les voir? Bien, ils ont une complicité qui est particulière. Hein? Et puis aussi une fierté réciproque qui est légitime puis qui est touchante parfois. Mais en même temps, je pense pas être trop paternel. Hein? Ah non, je pense probablement que vous êtes plus exigeants l'un avec l'autre que si vous n'étiez pas le père Moi, et la c'est fille. une collègue de travail. C'est pas ma fille. Le soir ici, c'est ma fille. Ben oui, mais tu sais... Sauf à l'heure du lunch. Sauf à l'heure du lunch. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais par ailleurs, Simon, parce que Stéphanie, c'est assez récent, finalement, que tu aies opté pour le journalisme. Tu étais d'abord en architecture. Bon. Quand Stéphanie a pris la décision... Je suis tout fier d'avoir une fille architecte. C'était mon rêve quand j'étais enfant d'être architecte. Ah oui? Puis là, ma fille est architecte, c'est le fun. Ma fille est architecte. Pouf, elle s'en vient en journalisme. Je dis, tu fais bien, viens-t'en, c'est le fun. Ah, vous l'avez encouragée là-dedans? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un conseil que vous lui avez donné dès le départ en disant, si tu veux faire ta place là-dedans...
les enfants, défient les grands. Quand vient le temps, quand vient le temps. Merci. Merci beaucoup. On les connaît tous. Oui, il en restait quelques-unes, mais on n'avait pas le temps. C'est déjà beaucoup. On les connaît tous. Reste. C'est incroyable. Revenez. Revenez. Vous voulez dire à la chanson ou Oui, à, votre, oui. à votre émission? Ben, à votre notre émission, pas à la n'importe quand. chanson. À la chanson, non. 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 Ça me tente pas. Ça, c'est du Là, passé. c'est bon, là. Viens, là. Merci beaucoup. Non, mais vous devriez les chanter, mes Merci François. beaucoup, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Bonsoir. Merci à vous. Le Canadien abominable dans une gênante défaite contre les... Le premier a aidé à empêcher les cotons de pelucher. Le premier a ajouté des déloge-taches pour les taches tenaces. Depuis 50 ans, pour la propreté la plus nette, taille des fameux. Chez Ford, nous travaillons à la mise au point d'une nouvelle pile à combustible de concert avec Ballard Power Systems. Cette pile produit de l'électricité à partir de l'hydrogène. Un jour, elle pourra alimenter votre véhicule et les gaz d'échappement ne seront plus rien d'autre que de l'eau chaude propre. Vous pourrez faire Montréal-Percé et avoir assez d'eau pour prendre un bain en arrivant au rocher. Pendant que d'autres rêvent encore, nous avançons. La voici enfin, la vidéocassette d'Alain Choquette, Mes premiers tours de magie. Accompagnez 5 jeunes curieux dans les dédales de la boutique de l'antiquaire Chouareb, à la rencontre de notre magicien le plus célèbre. Avec l'aide d'Alain, vous apprendrez étape par étape comment réaliser les premiers tours de magie qu'Alain a appris de son père. La vidéocassette Mes premiers tours de magie d'Alain Choquette est en vente. La tendresse, bonjour Richard. Bonjour Gaëtan. Il y a 2 Québécoises qui ont eu un voyage écourté au Mexique, qui ont été expulsées manu militari, et ce matin, elles ont raconté ce qu'elles ont vécu. Tout à fait. On parle de Julie Marquette, 21 ans, de Châteauguay, et Sarah Baillargeon, 24 ans, originaire de l'Abitibi. Elle représentait l'ONG, un organisme non gouvernemental, mais généralement subventionné par notamment l'AGDI, l'Agence canadienne de développement international. Elle représentait cet organisme Salut le monde au Chiapas. Le Chiapas, c'est une région du sud du Mexique où une frange de la population, essentiellement des Autochtones, dénonce ses conditions de vie. C'est Oui. On savait que la station avait des difficultés. Ça s'est donc confirmé ce matin. Ben, écoutez, je peux vous dire qu'hier soir, le propriétaire, en fait, il faut comprendre, hein, c'est le gestionnaire de la station touristique du Mont Offord, qui comprend à la fois la montagne et le club de golf. Il faut savoir que la montagne et le club de golf font partie du parc du Mont Offord et qu'ils sont la propriété du gouvernement du Québec. Et Fernand Magnan en est le gestionnaire depuis 18 ans maintenant. En fait, c'est connu, ce n'est un secret pour personne, Richard. Vous savez que depuis les dernières années et depuis les derniers mois, de façon plus articulée, Fernand Magnan cherchait des partenaires financiers. Vous l'avez dit, bien sûr, la crise du verglas. On a fermé aussi la saison un mois plus tôt que prévu. On a une dette extrêmement lourde de 6 millions de dollars à la Banque nationale. Alors, ce n'est pas une faillite dans ce cas-ci. Le gestionnaire Fernand Magnan, après 18 ans donc, décide tout simplement de lancer la serviette et il abandonne, si vous voulez, le droit qu'il avait dans la gestion de la station touristique Offord à la banque. Maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien là, la banque devient le nouveau gestionnaire avec le propriétaire environnement et faune. Eh bien là, on a d'abord une première priorité, c'est que dès aujourd'hui ou au plus tard demain, on doit nommer un nouveau gestionnaire pour assurer le bon fonctionnement du club de golf. Et là, son opération ne devrait accuser aucun retard. Et dans les prochaines semaines, on va lancer, bien sûr, là, toute une démarche à l'échelle internationale pour trouver justement de nouveaux partenaires financiers. Et là, on parle d'actifs qui dépassent manifestement les 20 millions de dollars, ce qui n'est pas évident, bien sûr, à trouver. Tout à fait. Donc, entre-temps, Marcel, on comprend que les activités au Mont Offord ne sont pas compromises par cette situation. Bon, les activités ne sont pas compromises de par le fait que c'est la Banque nationale qui devient maintenant le gestionnaire et les contrats qui sont finalisés avec le gouvernement du Québec, d'ailleurs, un contrat qui avait été renouvelé en 1995, un contrat de 35 ans,
eh bien, oblige le principal créancier et également Environnement et Faune à assurer l'opération et de la station de ski et du club de golf. Merci, Marcel. Voilà. On pensait que le fameux conflit entre Métro Richelieu et ses camionneurs qui perdure depuis 1993 était terminé. Ben non, ça rebondit en cours ce matin, Richard. Tout à fait. On se souvient à quel point les camionneurs étaient heureux. C'est une véritable saga, tout ça, Gaétan. Ça s'est poursuivi ce matin au Palais de justice de Montréal. Il y a le syndicat des camionneurs de métro affilié à la CSN qui accuse l'entreprise et 3 de ses dirigeants d'outrage au tribunal. Selon le syndicat, la chaîne d'alimentation n'a pas respecté le jugement qui lui ordonnait de réintégrer dans les 90 jours 138 des 150 camionneurs que l'entreprise avait congédiés en 1993. Seulement 60 d'entre eux auraient été réintégrés. Il y a eu, je ne sais pas si on a Dominique Carpin avec nous. Juste pour vous préciser un peu plus, pour vous donner un peu quelques détails de ce qui s'est passé ce matin, Gaétan, dès le début du procès, la défense a voulu démontrer qu'il n'y avait pas eu outrage au tribunal, en fait, excitant que les accusations étaient imprécises, étaient insuffisantes. À la demande de la poursuite, la juge Carole Julien a ajourné le reste de la cause à demain matin. Parlons maintenant aux États-Unis de l'Alabama qui, la semaine dernière, était aux prises avec des tornades. Maintenant, c'est le Missouri qui vit un tel genre de drame. Tout à fait. En Alabama, ça a fait 33 morts. Au Missouri, c'est pas aussi grave. Il reste que les tornades ont fait beaucoup de dégâts, des voitures renversées, des maisons qui ont été détruites. Ça s'est passé essentiellement dans la région de Fulton. C'est une tornade aussi qui s'est déplacée un peu vers Saint-Louis. Heureusement, Saint-Louis, il y a eu quelques dégâts, mais comme c'est une grande ville, on craignait qu'il y ait plus de victimes. Ce n'a pas été le cas. C'est un début de printemps difficile, donc pour le sud et le Midwest maintenant des États-Unis. On va voir comment ça va se poursuivre au cours des prochains jours. Et en Irlande du Nord, on a commencé à distribuer le texte de l'entente historique. Oui, c'est important. Plusieurs milliers d'exemplaires de ce texte de l'accord ont commencé donc effectivement à être distribués. Vous savez qu'on va voter le 22 mai, là-bas, une journée extrêmement importante parce que c'est là que les habitants de l'Irlande, autant de l'Irlande républicaine, de l'Irlande du Sud que de l'Irlande du Nord, qui est encore rattachée au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne, c'est là qu'on va décider si on met fin au plus vieux conflit qui fait rage en Europe. On a d'abord distribué ces livres, mais aussi on publie des messages invitant la population à se prononcer en utilisant tout simplement le slogan « C'est à vous de décider ». Ce qu'on veut essentiellement, c'est qu'une fois que les gens vont avoir pris la décision, ils vont avoir tranché, qu'ils soient heureux de vivre en paix. Merci, Richard. Je vous en prie. Les nouvelles régionales suivent dans un instant. À 12h30, on va poser la question à nos auditeurs. Dans les églises où le mariage des prêtres est permis, devrait-on accepter l'homosexualité? J'ai hâte d'entendre des réponses. Au revoir. La cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Nous avons toutes les mêmes rêves. Une peau douce, lisse, toujours jeune. L'Oréal invente Futur E, soin hydratant à la vitamine E pure. C'est l'hydratant du futur. Bien plus qu'un simple hydratant, Futur E contient des microsphères brevetées qui diffusent la vitamine E pure là où votre peau en a le plus besoin. Ça, c'est nouveau. Une peau d'aspect plus lisse en une journée. Je le sens. Et d'apparence plus saine en une semaine. Je le vois. Nouveau, Plénitude Futur E de L'Oréal. L'Oréal, parce que je le vois bien. Parents, pour qu'il y ait une éducation, une continuité d'éducation, de pédagogie, un dialogue permanent. T'as vu le prof de français, t'as vu la note, on l'a pas, faut pas rêver. Enfin, je ne crois pas que la garde alternée soit valable pour ça. Oui, parce qu'elle est contrainte de la vie quotidienne. Oui, puis qu'il n'y a pas de dialogue entre les deux parents. Il en faut vraiment. Déjà, quand on est sous le même toit, c'est pas génial. On peut ne pas se parler, mais là, ça obligerait à un effort particulier, à mon avis, que peu de parents divorcés sont capables d'apporter. Éric, est-ce que ce type de solution vous conviendrait? La résidence alternée? Vous qui souffrez de ne pas avoir vos deux petites filles aussi sous votre toit? Disons que ça poserait quelques difficultés. Moi, je l'envisagerais, mais sous forme de cycle scolaire alterné, parce que donc il y a peu de distance entre la maman et moi, mais il y a quand même une quarantaine de kilomètres. Donc ça n'irait pas. D'un point de vue purement scolaire, ça n'irait pas. Mais par contre, sur des périodes plus longues, donc sur des années scolaires entières, oui. Oui, c'est quelque chose qui me plairait, parce que ce serait de toute façon mieux que ce que j'ai actuellement.
Maître Forest. Oui, il y a un autre dysfonctionnement dont on n'a pas parlé, c'est celui de l'éducation nationale. Car effectivement, ces pères souhaitent être beaucoup plus présents dans la vie de leurs enfants, dans la vie scolaire de leurs enfants. Or, il faut savoir que l'éducation nationale n'accepte pas que le parent qui n'a pas la résidence de l'enfant fixée chez lui soit élu aux élections des parents d'élèves, ce qui est tout à fait anormal, c'est discriminatoire. Donc l'autre parent, souvent le père, donc, eh bien, est exclu de la vie de son enfant. Alors je pense que les juges d'affaires familiales devraient faire preuve d'un... Le bonheur, il y en a jamais trop. Je voudrais bien sauver le monde, mais va d'abord falloir sauver ma peau. Sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut. De quoi que j'ai l'air? Mais reste tranquille. Bon. Voilà. Ça va à peu près comme ça. T'as l'air d'un croque-mort. T'en vas-tu au salon funéraire? Presque. Ma mère a organisé un dîner pour me présenter une femme qu'elle connaît. Un parti en or. Une femme divorcée, beau. difficile. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens ont besoin que les juges fixent une règle, de se tenir à cette règle, à ce cadre. Je crois que l'idéal vers lequel tout le monde doit tendre, c'est un assouplissement et une écoute des besoins de chacun. Et c'est vrai que les enfants grandissent, les besoins sont différents. Les adolescents n'ont plus envie d'avoir un emploi du temps figé, un week-end sur deux. Les enfants tout petits, au contraire, ont besoin de voir beaucoup plus souvent les deux parents parce qu'ils n'ont aucun repère dans le temps. Donc il faut à chacun, effectivement, de faire preuve d'imagination. Oui, je voudrais dire quelque chose. Ce que dit Madame le juge est parfait, je dirais, dans l'esprit, en tout cas. Et il faudrait qu'effectivement, les parents entendent les décisions dans l'esprit, non pas dans la lettre. Or, bien souvent, ils l'entendent dans la lettre. C'est-à-dire qu'ils appliquent à la lettre ce qui a été dit par le juge, puisque ce que dit le juge est quand même... Ça veut dire quoi, ça? Elle a parlé de Madeleine pendant tout le souper, puis après aussi. Dans le fond, elle est venue nous parler de sa chère amie. Elle est venue nous parler de son projet. Toi aussi, t'es impliqué. Je suppose que la petite a pensé que ça t'intéresserait. Disons. Bon, qu'est-ce qu'elle a, ma petite poulette, là? Elle a le champagne triste, c'est ça, hein? Viens coller ton mari. Viens ici, là. Viens ici. Oh. Je me sens déjà mieux. Moi, je trouve que dans le fond, là, les affaires sont en train de s'arranger. Pour l'hôtel, peut-être. Ah, même avec José. Tu sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle serait jamais venue pour souper à ta fête. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais si je te faisais couler un bon bain chaud pour que tu puisses relaxer? Hein? Oui, mais pas tout de suite, OK? Je vais rester encore un petit peu collée sur toi. OK. Tenez, je vous en ai même apporté deux. Je vous dirais à la préposée de les mettre sur mon lit à l'avenir. Je vais les plier puis les placer moi-même. Elle n'a pas fait ça comme il faut ce matin? Pas en tout, elle sait pas travailler. C'est vrai que vous êtes très minutieuse. Je fais pas les choses à moitié, moi. Je me débarrasser. Il y a quelque chose qui va pas ce soir, Madame Landry? Non, pourquoi? Ouais. Vous avez l'air nerveuse. N'ayez pas peur, je les ai toutes avalées, vos pilules. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous a déplu? Pas vous. Avec le docteur Champagne, ça s'est pas bien passé. Il veut se mettre le nez partout. Wow! Je vais arrêter ça, moi, puis ce sera pas long. Ça fait du bien, des fois, se confier. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas à mon âge que je vais commencer. Avez-vous besoin d'autre chose avant de vous coucher? Pendant que j'étais partie, y a-tu quelqu'un qui est venu?
À la chambre? Oui. Ah oui, du personnel d'entretien. Non, je parle de visite. Vous voulez pas en avoir? Il n'y a personne qui a appelé pour s'informer de moi? Non plus. Vous voudriez voir quelqu'un? Non, non, je demandais ça comme ça. J'ai pas besoin de personne. Bonne nuit. Oui, allô? Allô, Katou, c'est encore moi. Ouais. Écoute, ben c'est ça, je repensais à notre conversation de tantôt, là. Oui. Tu sais, le gars dont tu me parlais. Quel gars? Le psy que tu connais qui va te donner des informations, là. Ouais. Rassure-moi, Katou. Dis-moi que c'est pas le policier Jourdain. Hein? Ah, ben non, voyons, c'est un parent à la garderie, non? Mais où est-ce que t'es allé pêcher ça? C'est parce que tu te souviens, tu m'avais raconté que tu t'étais confié à l'inspecteur de police, là, il t'avait mise à l'aise, puis c'est ça, j'ai eu peur que tu sois allé le voir, lui. Il est psy, lui, si je me souviens bien. Oui, ben voyons, quelle idée. Bon, c'est pas ça, ben tant mieux, là, ça me soulage. J'aurais trouvé ça bien étrange que tu retournes voir le policier qui a arrêté Rose. Mais tu m'appelles juste pour ça? Oui, ça me chicotait. Bon, ben, tu vas pouvoir dormir tranquille, hein? Là, faut que je te laisse, Marielle, les enfants m'appellent. Bon, OK. Bonne soirée, Katou. Oui, bonne soirée, toi aussi. Qu'il entendit pleurer dans le noir. Pour la consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. À 25 ans, la carrière de la plus populaire chanteuse du Québec prend fin abruptement. Jeudi 21h, voyez la conclusion de la mini-série Alice Robbie. Dans un moment, sauf qui peut. Partir. La Griffe d'Or, le gala le plus habillé en ville, le 19 avril. Tout va bien à New York. Mais quand Dundee est en ville, de la jungle urbaine à la jungle tout court. Crocodile Dundee 2, ce samedi, 20h30. Dimanche, c'est le gala de la Griffe d'Or. Vous savez, rien m'habille, mais pour l'instant, je ne vous montre rien. C'est dommage. La Griffe d'Or, le gala le plus habillé en ville, dimanche 19h. Entre la Belle et la Bête, il y a La Belle et le Léopard, en primeur au cinéma Provigo ce dimanche, 21h.
Mon invitée aujourd'hui, Louise Forestier. Bonjour Louise. Bonjour Daniel. Ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi. T'as quelque chose de changé, Daniel. Le cheveu, c'est beau. C'est ta couleur que... Quand je t'ai connue, c'était ton blond, ça. Ça, j'ai trouvé ça assez amusant que tu dises quand je t'ai connue. C'est vrai, Ben, ça écoute, fait longtemps qu'on se connaît. Il y a 30 ans, certain. On se voit pas souvent. On se voit pas souvent, mais on s'est jamais oublié. Mais merci infiniment d'être là ce matin. C'est un plaisir. Écoute, Louise, moi, j'ai eu, justement, avec ce recul, l'occasion de constater quelque chose. On dirait que tu sors des disques juste quand tu as quelque chose à dire, mais d'urgent. Soit des grandes amours ou des grandes peines. Puis entre les deux, on dirait que tu le vis, tu prends le temps de le vivre, donc tu l'écris pas, tu joues pas. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, ça a l'air de ça, mais en même temps, c'est un peu la conjoncture économique de notre milieu du disque qui est très difficile en ce moment. C'est difficile pour tout le monde. Donc, on fait moins de disques qu'avant, moins souvent. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, on était obligé de faire des disques à toutes les années et demie. C'était dans nos contrats, tu sais. 4 disques en 5 ans, là, tu sais. Alors, on n'arrêtait pas, puis... Mais maintenant, il y a aussi le fait que, je sais pas, j'écris plus mes trucs, de plus en plus mes textes. J'écris lentement, alors je prends le temps qu'il faut. Et peut-être aussi que j'attends les gros événements. C'est un mélange de tout ça, Daniel. Hein? Parce que ton dernier disque que j'adore par ailleurs, qui a joué des fins de semaine de temps chez moi. C'est vrai. Ah, c'est effrayant. C'est naturellement des histoires de rupture. Oui. Mais tellement... T'as la rupture joyeuse. J'ai la rupture très joyeuse parce que je trouve que des ruptures, ça veut dire quelque chose. C'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Il faut toujours voir, il faut toujours, comme je dis, prendre le gant et le mettre à l'envers. Tu sais, regarder ce qu'il y a à l'envers des choses. À l'envers d'une rupture, il y a une naissance. Il y a aussi l'occasion de se demander, bon, qu'est-ce qu'il y a dans mes relations affectives que je pourrais améliorer la prochaine fois? Parce que d'amour en amour, il y en a qui peuvent apprendre à aimer sur la même personne pendant 25 ans, 30 ans. Il y en a, ça va d'une personne à l'autre. Ça change de partenaire en cours de route. Alors, étape par étape, ça correspond toujours à une étape nouvelle dans notre vie. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a des périodes de notre vie où on travaille tellement qu'on n'a pas envie, on n'a pas le temps d'avoir de relations. Il y a des périodes où on a un enfant et on a plus envie d'être une famille. Et moi, maintenant, j'ai plus envie de ça. Moi, j'ai compris, là, avec la dernière rupture, une chose extraordinaire. Je me suis trouvé un appartement juste assez grand dans lequel je travaille. C'est mon studio. J'ai mon piano, j'ai mes micros, mes trucs, mes plumes. Et je vis là. Et j'ai l'impression de coucher à côté de ma table de travail. Comprenez-vous? C'est comme ma table de travail qui est le focus de cet appartement-là. Et je me suis aperçue que je ne pourrais plus jamais le quitter. Ça fera probablement un temps, ça aussi, voyons donc. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne me suis pas permis ça avant. Soit parce que j'étais plus insécure avec mes partenaires, puis je me disais, si je suis trop indépendante, peut-être que ça ne marchera pas. En tout cas, n'importe quelle niaiserie pour justifier des drôles de façons d'être. Mais maintenant, Virginia Woolf disait une chambre à soi. Je comprends, je comprends. Pour les artistes, c'est vital. Donc, tu as mis tes tripes dans ce disque, avec raison, parce qu'il est charmant. On aimerait tous avoir des séparations comme ça. Mais en même temps, je me suis demandé... C'était pas si drôle que ça dans la vie, là. Non, Attends. non, bien sûr. Tu sais, j'avais ma boîte de Kleenex. on l'a tous. Oui, oui, oui. Une fois de temps en temps dans notre vie. Mais je me suis dit aussi, mais il n'y a pas un petit peu de voyeurisme à se mettre toutes les sensations comme ça sur musique devant tout le monde? Vous voulez dire le voyeurisme, c'est pour les gens. Les gens regardent, puis essaient de voir, de deviner. On se donne en pâture, on donne tous nos sentiments en pâture, finalement. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, sinon, quelque part, se donner en pâture? Oui, il y a ça. Moi, j'ai pas absolument aucune honte ou aucune gêne à montrer quelle sorte de bébite je peux être. Et je suis une bébite humaine, ni plus ni moins méchante que tout le monde. Et je ne parle
que de ce que je connais. Or, ce qui me fascine dans la vie, c'est les comportements humains. C'est la bête humaine, comment quelqu'un réagit, comment quelqu'un s'arrange à travers son affectivité, comment elle vit ses rapports affectifs avec les gens. C'est ce qui me fascine le plus, probablement parce que c'est ce qui m'a donné le plus de misère dans ma vie, c'est ça. Vous savez, il y a des gens qui ont des carrières extraordinaires. Réussir dans son métier, c'est formidable, j'aime ça. Et je considère que j'ai eu une carrière exceptionnelle, mais réussir sa vie affective, c'est autre chose. J'ai lu quelque part que Louise déclarait « J'ai eu une enfance douée pour le plaisir, donc pour le bonheur. » Je sais pas, le bonheur et le plaisir, d'après moi, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça pourrait. Moi, je pense pas que je suis douée pour le bonheur. Je suis douée pour le plaisir. Il y a une grande différence. Je suis une femme qui peut être extrêmement malheureuse et très heureuse aussi. Mais je ne suis pas une femme égale. Je ne suis pas... Il faut que je travaille fort pour être heureuse. Pas de demi-mesure. Il faut que je travaille fort pour être heureuse. C'est pas une tendance naturelle, vraiment. Mais le plaisir, c'est quelque chose d'autre, ça. C'est comme... Ben, c'est mon côté d'artiste. C'est prendre la vie, jouer avec, la transformer, la transposer, la sculpter, la dessiner, la chanter, l'écrire. Par ailleurs, Louise, tu t'es jamais mariée parce que, disais-tu, ça correspondait au... Parce qu'on m'a jamais demandé en mariage! Soyons francs! La vraie raison! Enfin, bon, ce que tu disais pas ça dans tes papiers. Ce que tu disais dans les journaux, parce que j'ai lu plein de choses sur toi la fin de semaine, puis des journaux importants, entre autres, donc moins de potins. Oui, moins de potins, oui. Et tu disais ça, c'est parce que ta vie imaginative de petite fille était tellement douée pour, justement, le rêve, les choses parfaites, que le mariage, ça ne l'était plus une fois dans l'âge de le vivre. Oh mon Dieu, je sais pas. Il y a un seul homme que j'aurais aimé épouser. Les autres, je les aimais bien, je les aimais beaucoup, mais je me disais toujours, quelque part, je savais que c'était pas... Je les épouserais pas. À un moment donné, je me disais, est-ce que j'épouserais cet homme? Je me disais non. Je sentais que c'était un passage, que je m'en allais ailleurs après. Bon. Il y en a un seul que j'aurais aimé épouser, puis bon, lui, il s'était déjà marié 2 fois avant, ça ne tentait plus. Alors là, j'ai dit, oh my God, bon. On n'insistera pas. Maintenant, la chanteuse a aussi beaucoup fait place à la comédienne, ce qui était tes tout débuts. Tu voulais être comédienne. Oui, j'ai l'École nationale de théâtre dans le cœur, dans l'âme. Et ça allait pas assez vite, alors c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Bien, c'est ça. Je chantais aussi, et puis bon, les rôles ne rentraient pas tout de suite au début. Je trouvais ça un petit peu pénible d'aller... à l'époque, il n'y avait pas d'agent, c'est toi-même qui te vendais, toc, 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 est-ce que je peux jouer? Bon, en tout cas, tout le côté service après-vente, social, que j'ai pas. En chanteuse, j'avais pas l'impression de faire ça parce que monter, c'est moi-même qui étais mon chef d'entreprise, c'est moi-même qui décidais de monter un spectacle, c'est moi-même qui décidais d'aller passer des auditions et j'en étais sûre d'être engagée parce que j'étais très sûre de moi. Donc, j'allais passer des auditions et les gens m'engageaient, effectivement. Mais c'était moi, mon boss. Et l'actrice, je trouvais ça un peu plus difficile d'être... On va te voir dans Paparazzi. Oui. En janvier, tu vas jouer dans une pièce de théâtre. Ah, oui. Tu vas retourner faire des spectacles en Belgique. On parle de tout ça dans quelques minutes parce qu'il est temps déjà de la télévision. Ah oui? OK. Voilà. Oui, j'aimerais ça te parler. Ben écoute, je suis pressée, là, faut que je parte du travail. Oh, comment, José, t'as bien 2 minutes. À quel sujet? Ben, c'est au sujet de ton projet avec tes petits vieux, là. Ah, je me suis arrangée autrement, j'ai plus besoin de toi. Oh, écoute, j'ai repensé à ton affaire, là. J'aimerais ça qu'on démarre quelque chose ensemble. Ben écoute, pas besoin de te forcer, je sais très bien que ça te pue au nez. Ben, pas à ce point-là, quand même, voyons. Ah, tu l'as dit à ma mère, puis c'est raide, merci beaucoup. Yvonne et ta mère, ils m'ont pris par surprise, hein? OK, je sais que j'ai mal réagi, là, mais j'ai réfléchi depuis. T'as à peu près temps? Ah, comment? Fais-moi pas ce gueule-là, là, hein? J'aimerais ça qu'on trouve un point d'entente. Comme quoi? Ben, on pourrait y aller progressivement, là, faire un essai. C'est-à-dire? Ben, la gymnastique douce, c'est une Moses de bonne idée, ça, puis ça fait peur à personne. À toi, surtout. On pourrait commencer ça, là, puis on verra après.
Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée de même? Ben, disons que mes partners m'ont fait comprendre que je devrais peut-être mettre de l'eau dans mon vin. Tu le fais à contre-cœur. M'as-tu déjà vu faire quelque chose à contre-cœur, toi? Non, non, non. Personne ne m'oblige. Enfin, t'es parlable. Ouais, ben, disons que la madame est un peu lente, mais elle a fini par allumer. Moses de Madou, je me disais bien aussi. Hey, qu'est-ce que tu m'aimerais, toi? Plein air. Ben, t'as une journée de congé aujourd'hui? Ouais, 10 jours que je suis enfermée et j'ai vraiment besoin de m'aérer. Ben, je mettrais ça. Ah, c'est bon. Tu irais rejoindre ta belle police? Oh, hey. On peut rien cacher. Allô? Allô, Catou, c'est ta petite sœur? Allô? Allô? Hey, je pensais aller prendre le petit déjeuner chez vous, là. J'arrêterais acheter des croissants. Quand ça? Ben là, tout de suite, là. Ben là, ça donne pas, je peux pas, là, je suis sur mon départ pour la garderie. Oui, donc. Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ben non, il n'y a rien d'urgent. J'aurais juste aimé ça avoir des nouvelles de ta visite à ma tante Rose. Oh, Marielle, non, non, ça me tente pas du tout de parler de ça ce matin, non, non. Rappelle-moi plus tard, aujourd'hui, là, je verrai. Bon. Bye. Est-ce que je peux la savoir maintenant? Quoi? Ma surprise pour mon anniversaire. Même sous la torture, je te dirai rien. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non. Ben, dis-moi au moins s'il faut que je revienne plus de bonne heure. C'est pas nécessaire. Mais je suis correct habillée comme ça. Penses-tu qu'il va falloir que je revienne me changer? Hélène, essaye pas, je te dirai rien. OK, d'abord. On peut dire que la journée a quand même bien commencé, tu trouves pas? Robert! Quoi, t'étais moins rétive tout à l'heure? Bonne journée. Bye, ma poulette. Ça fait des siècles que tu m'as pas appelé comme ça. Ah ouais? Résidence du Lac, bonjour. José? Salut, Pap. Salut. Hey, écoute, ta mère vient juste de partir, là. Je veux savoir, tu viens-tu ou tu viens pas? Je sais pas. Ah, c'est sa fête. Ah oui, je sais. J'ai acheté des fleurs, puis je vais lui donner quand elle va arriver. Ben oui, mais ce qui ferait vraiment plaisir, là, c'est que tu sois là pour sa fête. Tu le sais bien, ça? Écoute, Pap, je vais y penser. Bon, écoute, rappelle-moi pour me le dire, OK? Parce que moi, je peux pas te rappeler, là. J'ai trop peur de tomber sur elle. OK, bye. Et puis, oublie pas, hein, que... T'es pas encore prêt? Grouille! Pas le feu, là. Moi qui pensais être en retard. J'ai préparé un lunch en 5e vitesse. Donne-moi 5 minutes, je ramasse mes affaires. Ah, c'est toi qui voulais partir de bonne heure. C'est quoi qui t'a retardé? J'avais des trucs à faire. Des appels. Ouais. Les petites chèvres. Ça tient son homme pas mal occupé. Tu peux le dire. Coudonc, toi. Veux-tu encore y aller? Oui, oui. Justement, c'est le stock que Tigil te prête. Pour ben l'arc, là, je pense pas d'en avoir besoin. T'auras pas envie d'essayer de tirer? Écoute, si ça me démange à ce point-là, là, je t'emprunterai le tien. Ça serait beaucoup plus simple si on avait chacun notre équipement. Écoute, je vais pas dans le bois, là, pour faire un concours à savoir c'est qui des deux va faire le plus gros carnage. Franchement, moi non plus. Jourdain, hein? Pas ton meilleur matin, hein? Ah non, ça va bien. T'as levé du mauvais pied? Non, c'est juste que je suis un petit peu moins excité que toi, tu comprends? Ça, c'est parce que Mado était pas là pour te tenir la main toute la nuit passée. Je t'ai manqué, hein? Peut-être bien, oui. Le dernier état de compte de Mme Bastien, il est où? Je le trouve pas dans son dossier. Dans
Les comptes à recevoir en avant, il y a encore un seul. Bon, ben ça me le prend. Ils sont pas longs, OK? Ça presse. C'est long. Tiens. Merci infiniment. On va enfin pouvoir se faire payer. Qu'est-ce que t'as ce matin, toi? Rien, rien. Une petite canne avec Olivier, hein? Hey, Samuel Sirois, un instant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais ça que t'arrêtes de te mêler de nos histoires de couple. T'es bien susceptible, toi, ce matin. Juste parce que je viens de dire une petite canne C'est avec ça. Olivier. Ça, puis tout le reste. Quel reste? L'autre jour, paraît que je me sens contrôlée par mon chum. Je savais qu'il irait te mémérer ça. Maudit Olivier. Non, il n'est pas question d'Olivier, là, on parle de toi. Bon, ben, dis-le-moi ce que t'as à me dire, hein? Olivier qui me contrôle. Tu fais des affirmations des fois, là. Je suis pas aveugle, Marielle, voyons. Je vous vois tous les deux, toi-même t'en conviens. Rappelle-toi quand t'as gagné le prix d'architecture. Ici, au bureau, oui, peut-être. Nos relations professionnelles, c'est une chose, notre vie privée, c'en est une autre. Excusez, pardon. C'est ça. Tiens-toi en dehors de nos histoires personnelles, OK? Vous avez demandé à Cascade du papier de toilette plus doux des Québécois, ça comprend vite. Il est plus doux. Le témoignage. J'ai toujours si apprécié les bonnes choses de la vie. Puis t'as rien à dire, hein? C'est violent. Si on veut. Sauf que le résultat est le même. Les pauvres petites bêtes nous meurent d'en face pareil. Ouais. Sauf que le gibier a plus de chances de s'en tirer si on le chasse à l'arc plutôt qu'à la carabine, Nado. Ouais. Pas sûr si je vais aimer ça quand même. La chasse à l'arc, Madeleine, c'est une question de concentration. C'est la seule chose qui me fait décrocher complètement. C'est trippant, tu vas voir. Finalement, il faut avoir un petit côté sadique pour triper sa chasse, hein? Bon, les grands mots. L'homme, c'est un prédateur, Madeleine, c'est comme ça. Aimes-tu mieux retourner? Pas de miettes. Je disais ça comme ça. On va marcher encore une petite demi-heure, puis après, on va luncher. Comme tu voudras, mon général. C'est vous le chef. Bien. Ça va mieux? Oui. Hein? OK. Là, tu retournes avec Sandra. OK? Ah, fini. T'as l'air contente de toi? Oui, ça faisait longtemps que je voulais régler ça. Les groupes sont divisés pour l'année prochaine. Je t'ai donné les 3 ans. C'est vrai? Merci, c'est en plein ça que je voulais. Mais Sandra? Les 4 ans. C'est les 3 ans qu'elle voulait, elle aussi. Elle va être un peu déçue, hein? Ben oui, mais ça fait plus longtemps qu'elle que t'es ici. C'est normal que t'aies certains privilèges. Mais il n'y avait pas ton frère Julien qui devait venir travailler avec nous autres? Ouais, il y en a été question. Il n'est pas revenu là-dessus. Puis ça me tentait pas de courir après lui. Fait que je me suis organisée sans lui. À part de ça, j'ai moins besoin de quelqu'un avec toutes les annulations des parents qui me prennent encore pour une meurtrière. Les niaiseux. Non, tant pis pour eux autres, ils passent à côté de la meilleure garderie de la région. Ah, regarde, j'ai le numéro de téléphone de Madame Farrell, la femme de ménage dont je te parlais. Es-tu disponible? Oui, elle attend ton appel. Ah, j'aimerais ça l'avoir pour toi aussi. Penses-tu qu'elle va pouvoir? Oh, je sais pas, là, j'y ai parlé de toi seulement, là, mais tu demanderas. Puis comment aller? Je sais pas personnellement, là, j'ai pas encore les moyens de me payer une femme de ménage. Parce que si je l'engage, j'aimerais pas ça être obligée de passer après elle, tu sais. Ben là, c'est pas un style maniaque comme Rose, là. C'est pas le genre à repasser des barbouillettes, là, mais c'est efficace, ça, là. Ouais, c'est fin pour ma tante, ça. Là, je sais pas ça méchamment. Avoue que Rose est... Oui, je le sais. Non, puis elle est discrète en plus. Ton Bruno aura pas de misère avec, sera pas obligé de la remettre à sa place. Tu parles de Rose, là, encore? Je suis désolée, là, Catherine. Là, j'ai le tour de mettre les pieds dedans. Bon, OK, je retourne avec les enfants. Changer de décor, ça vérifie. Je suis plus à mon aise dans ma chambre. Soyez-vous.